Alors, je ne sais pas si les gens veulent peut-être poser une question directement, mais je vais vous demander par rapport au titre de cette conférence, de cette question, qu'est-ce que vous pensez de la situation de la France aujourd'hui, la France et la France dans le monde. Oula, déjà la France dans le monde, j'ai arrêté de me comparer depuis trop longtemps parce que ça fait trop de mal. J'ai vu passer une phrase sur les réseaux sociaux il y a peu de temps et je pense qu'elle résume parfaitement ce que je pense de la situation actuelle de la France. Alors désolé, parfois j'aurai leur volume sonore qui va peut-être un peu bouger parce que je suis sourd d'une oreille depuis 10 jours, donc j'entends rien, plus rien de ma droite arrive à avoir d'emprise sur ma boîte crânienne. Alors la personne qui disait ça devait probablement le dire en ayant ce sentiment d'exagérer le trait, de grossir le trait, d'en faire un peu trop. Mais en fait, je pense que cette personne avait sous-estimé à quel point elle avait analysé justement la situation de notre pays. Elle disait c'est un putain de pays du tiers-monde dirigé par des psychopathes. Et je pense que c'est très exactement la situation de notre pays. Alors ça peut sembler une banalité, mais en fait quand on comprend que chaque terme de la phrase est vrai, c'est-à-dire qu'on est vraiment un pays du tiers-monde et les gens qui nous dirigent sont vraiment des gens qui ont des pathologies cliniques graves, en tout cas notre président, bah du coup ça fait un peu peur. Mais je pense que c'est comme ça que je le résumerais simplement. Après ça se démontre, mais je ne crois pas que nous soyons en démocratie. Et je crois qu'on est dans un beau merdier en ce qui concerne la place de la France dans le monde. Les quelques gesticulations d'Emmanuel Macron pour faire croire qu'il existait encore une sorte de diplomatie gaullienne sont pathétiques. Les Ukrainiens le supportent plus, Poutine le supporte plus. Il passe son temps à les appeler en mode « You're my best friend », ça marche jamais. Non, nous sommes des laquais des États-Unis, de l'Union européenne, d'une superstructure qui ne peut même plus se justifier d'exister au nom de la démocratie, au nom de la défense des intérêts du bien. Et Macron est davantage pour moi un gauleiter de province qu'un président de la République. Voilà, c'est à peu près la situation. Donc nous sommes un pays du tiers-monde économiquement et politiquement. Parce que nous ne sommes pas une démocratie, et puis pour ce qui est de l'aspect financier, on vit dans un pays où c'est pas, bon, il y a des gens qui sont dans la rue, ça c'est fini, c'est quand je suis né, ça c'est le début des années 80. Non, là il y a des gens qui attendent 48 heures pour accéder aux urgences en France. On aura des pénuries d'électricité. Pas parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Barbara Pompili l'avait déjà annoncé en 2020, avant le conflit. Parce que nous ne sommes plus un pays qui est capable de produire la quantité d'énergie qui lui est nécessaire. C'est un fait. Nous vivons dans un pays où il y a 8 millions de pauvres. Il y a 1/6 de la population française qui a l'aide alimentaire. Il y a beaucoup de facteurs qui font que je pense que même sur le plan matériel, déjà, nous nous appauvrissons dans des conséquences. Il va falloir rationner le chauffage, rationner la nourriture. On est aussi un pays où on peut subir des poussées inflationnistes qui, normalement, sont pas celles d'une économie stabilisée. Des trucs à 9,8% en 24 heures qui, le lendemain, sont redescendus. Des choses qui, normalement, ne touchaient pas ce qu'on appelait les pays développés. Et je crois que cette notion va devoir disparaître parce qu'elle correspond plus forcément à grand-chose. Et que la seule différence entre nous et l'Afrique va bientôt se limiter à des questions de température en été, si ça continue comme ça. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Alors allez-y, posez vos questions. Si on n'est pas là, vous disiez. Si, ouais, si t'avais. Vous n'allez pas voir des intervenants qui sont obligés de faire la blague, vous n'êtes pas contents? Non, ça va. Ça va. Surtout qu'ils me demandent tous si je suis content d'être là. Mais surtout, je suis content dans la vie. Hein. Donc... Mais c'est normal, elle est facile et du coup j'ai l'habitude de la situation. Ouais. J'ai l'habitude de la situation. Ouais. Alors, ça fait depuis la fin du quinquennat de François Hollande que je suis abonné à votre chaîne et ça fait partie que je pense avoir tout regardé depuis cette période-là. Et il y a quelque chose que vous avez commencé à faire ces derniers temps. C'est les fameuses phrases qui commencent ou se terminent par « ça commence à se voir oui. ». Avec à chaque fois, quelque part, une sorte de... Enfin, vous mettez en garde à responsable que là, ce coup-ci, ça va être la magouille de trop, ça va être le truc de trop qui fait qu'il va y avoir 3 millions de Français dans les rues et qu'ils vont être chassés du pays à coups de pique et à coups de fourche. Le fait est que les premiers « ça commence à se voir », ou les premières phrases de ce genre-là, ça a quand même commencé il y a un certain temps. Et force est de constater que
Oui, on est dans un putain de pays du tiers-monde gouverné par des psychopathes, mais avec aussi une population qui fait preuve d'une inertie par moment qui est assez incroyable quand on voit par exemple l'affaire Kohler qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, ou même d'autres affaires qui touchent soit le gouvernement, soit les proches du président. Et on a l'impression, qu'est-ce que vous pensez de justement de l'inertie un peu dans laquelle semble baigner la quasi-totalité de la population française quant à la manière dont ce pays est géré? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a deux choses différentes. Dire ça commence à se voir, ça commence à se voir que nous ne sommes plus en démocratie. C'est pas pour ça que, miraculeusement, il va y avoir 3 millions de personnes dans la rue. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir 3 millions de personnes dans la rue pour une reprise violente du pouvoir? Non. Il n'y en a jamais eu besoin. 3 millions de personnes dans la rue, il n'y en a pas besoin. Ce qui descend un soir de finale de la Coupe du Monde a été historiquement nécessaire pour renverser des gouvernements. Il n'y a pas une majorité de gens qui s'éveillent et un mouvement révolutionnaire qui se met en place. Il y a toujours une minorité de gens qui y vont et puis une majorité de gens qui se rallient après. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les conditions, ça j'en avais parlé avec l'historien Eric Anceau, qui ont été nécessaires dans l'histoire pour aboutir à des mouvements révolutionnaires, sont réunies aujourd'hui? Ça ne veut pas dire de facto que ça va arriver. Ça veut dire est-ce que l'ensemble des cases, elles sont checkées? Je pense que oui. Je pense que quand on regarde par exemple des choses historiques étonnantes, comme par exemple l'époque de la révolte des vignerons, on est dans un contexte politique précis. Eh bien, c'est la première fois que nous avons, et c'est ce qu'il avait souligné, depuis 1815, autant de gens nés ayant travaillé à Paris toute leur vie dans un gouvernement. C'est le gouvernement le plus parisien qu'on ait eu en France depuis 1815. Ça s'est pas très bien fini. Pour donner le niveau de déconnexion, de centralisation, j'ai rien contre Paris, je suis très content d'être là, mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça, c'est le niveau de déconnexion des élites. Après, la question qui s'envisage, c'est quel est le modus operandi de reprise du pouvoir. Il y a les urnes, il y a la rue, et puis, à la limite, si je mets les trois, parce que je les avais notés, il y a l'espace médiatique, l'espace électoral et l'espace réel. C'est les trois endroits qu'il va falloir ressaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion ce soir de discuter ensemble de comment les ressaisir. Je pense qu'on vit aussi dans une situation où nous cultivons plus que jamais dans nos sociétés, nous l'avons fait, je crois, le mythe de la révolution pacifiste. C'est-à-dire que là, il y a un parti qui s'appelle la France Insoumise, par exemple, ils sont insoumis, hein. Cette semaine, Adrien Quatennens, il a fait un trade monstrueux pour expliquer que c'était un scandale parce que Marine Le Pen, elle avait montré du doigt Bruno Le Maire quand elle l'a invectivé. Et donc ces gens font la révolution, hein, sont des insoumis, mais quand même, dans la critique de leurs opposants politiques qu'ils jugent dangereux pour la France, il faut quand même pas trop les pointer du doigt. Parce que la révolution, mais quand même, on va pas faire d'amalgame. Je me demande si quand d'ailleurs le doigt est dans un autre sens, ça les arrange pas un peu plus. Bref, c'est un autre sujet. Mais je pense que nous vivons dans le mythe de la révolution pacifiste. Complètement. Et nous vivons aussi dans le mythe assez étrange, assez répandu parmi une partie de la population que nous sommes en démocratie. Et je crois que si on veut invoquer la possibilité pour des gens de se réveiller, il faut qu'ils sachent contre quoi ils se réveillent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va, en fait. Que ça pourrait être pire, en fait. Moi, j'ai des gens de ma famille qui me disent, ça pourrait être une personne, si Macron n'avait pas été là, ça aurait été pire. Ce serait compliqué, en fait. Il y a des gens qui sont persuadés qu'Emmanuel Macron nous a protégés de l'épidémie de coronavirus, qui nous a protégés, qui nous protège aujourd'hui de ce que pourraient être des sanctions de Vladimir Poutine ou d'une éventuelle guerre contre la Russie. Donc, ça a bougé, non? C'est bon? Ok. Bah. Et il y a des gens qui le croient, ça. Et alors, oui, effectivement, on vit une époque assez étrange où une grande partie de la gauche française exhibe en permanence tous les jours sur les réseaux sociaux les 14 points de Coelho pour arriver à trouver la preuve définitive et formelle, qui sont d'ailleurs au passage le seul écrit antifasciste qu'ils aient lu probablement, fin de la parenthèse, pour trouver la preuve qu'un journaliste à 7% représente le plus grand danger que connaît notre démocratie à l'heure des égorgements de masse, des attentats et des viols conjugaux. Il y a des gens qui s'amusent à faire ça, et dans ce monde-là, des gens pensent que finalement, la dictature, ça a un nom particulier et une saveur particulière qui s'appelle soit celle de OSS 117, c'est-à-dire celle de Mélenchon, soit celle des pires heures de notre histoire, c'est-à-dire celle de Marine Le Pen, mais qui ne conçoivent pas que le centrisme et la dictature, ça peut exister, alors qu'un auteur que beaucoup de gens ici, je pense,
apprécie beaucoup, qui s'appelle Alexandre Sanguinetti, disait précisément le centrisme, c'est le vichisme du temps de paix, qu'Emmanuel Macron est le descendant d'une famille politique centriste qui a concrètement, idéologiquement, quelque chose à voir avec le vichisme, beaucoup plus que des gens du mouvement qui sont là ce soir, d'ailleurs, et que il descend d'une tradition politique qui est notamment celle de Giscard, par exemple, dont on rappelle qui étaient les gens, et ça, les giscardiens détestent qu'on le rappelle, qui collaient leurs affiches à la campagne présidentielle. C'était très souvent des gens de l'extrême droite ultra pro-européens, ultra identitaires dans le sens civilisationnel, qui disaient « oui, mais c'est bien, parce que Giscard, c'est l'Europe ». Donc, parenthèse étant fermée, je pense qu'il y a beaucoup de mythes politiques à péter. Et le premier, c'est de s'apercevoir qu'effectivement, nous vivons dans un état post-démocratique, réellement pas une dictature malade ou une dictature qui se questionne, comme on dit sur LCI. On vit dans une ère réellement post-démocratique. Alors, je peux pas en vouloir aux gens de pas l'avoir compris, parce qu'on vit dans un pays où les gens confondent très souvent énormément de notions. Je pense qu'on a un problème politique en France qui est que depuis les années 70, on a des élites politiques et journalistiques qui mélangent trois notions en permanence, qui sont la démocratie, la République et l'état de droit, en permanence. C'est-à-dire que quand vous demandez à un politicien aujourd'hui pourquoi on est en démocratie, très souvent ils vous répondront, surtout à l'REM, parce qu'il y a des lois. Non. Non. Et quand on demande à un politicien à l'REM en général pourquoi on est en République, ils te disent en général parce qu'on vote. Non plus. Non, ça, le vote, au contraire, c'est quelque chose qui a à voir avec la démocratie. La République, elle peut être tout ce qu'on veut. Et il faut analyser pourquoi on n'est pas en démocratie. Je pense qu'il faut que les gens comprennent que les élections sont truquées en France, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est un mode électif, et c'est une pratique du pouvoir. Alors, ça vous intéresse, on peut essayer de faire un détour par ça. Le mode électif, je ne sais pas si c'est l'avis de personnes qui sont ici, je n'ai aucune pudeur à dire que les élections sont truquées en France. C'est pas une question de qui s'est barré avec les enveloppes, c'est pas une question de comment on a truqué le calendrier électoral, non. C'est qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de paramètres qui sont pas dans le livre des règles, qui sont pas pris en compte et qui sont des facteurs déterminants. Les réseaux sociaux sont des facteurs déterminants. Le maintien de la détention par 7 personnes, dont 6 sont des amis intimes d'Emmanuel Macron, de 95% de la presse française, est un facteur déterminant. L'utilisation de techniques de nudge qu'Emmanuel Macron a confessées, qui sont, alors les plus complotistes diront blue beam, mais moi je serais plus concret. Barbara Stiegler le montre très bien, des techniques qui sont du nudging, donc des cabinets de conseil de nudge, qui ont pour but de faire prendre, c'est la définition du nudge, à des gens des décisions qui ne vont pas dans leur intérêt immédiat, court ou moyen-termiste. C'est de la manipulation mentale également, et sans compter les innombrables tentatives de report, de modification du calendrier. La plus belle ayant été celle de Christophe Castaner à l'époque, on s'en souvient, qui n'a pas réussi à se concrétiser. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais Christophe Castaner, aux premières élections municipales françaises, avait quand même tenté quelque chose qui avait été repoussé par le Conseil constitutionnel, qui à cette époque-là était encore un contre-pouvoir. Il avait proposé que seules les communes de un certain nombre d'habitants, je crois que c'était 30 000, puissent avoir une étiquette politique et que tout le reste soit suffisamment faible, fait en dessous de 30 000, ce soit neutre et sans étiquette, quelle que soit la couleur politique du maire. Ça excluait des couleurs politiques 96% des communes de France. Et La République En Marche, qui à ses élections législatives a fait municipales 17%, aurait été, en recalculant selon la méthode, à 83%. Donc quand vous n'avez pas peur d'essayer de proposer ça, c'est qu'à ce moment-là, les élections, vous n'en avez pas grand-chose à faire. Et quand bien même, des fois, le peuple, comme dit Cohn-Bendit, voterait mal, l'exemple européen nous montre qu'on est capable de faire revoter les lois. Et Ursula a expliqué, pareil, à nos amis italiens que s'ils voteraient mal, ce serait revoté, comme ses prédécesseurs ont expliqué aux Grecs que s'ils votaient mal ou se comportaient mal, ce serait revoté. Donc, partant de là, je ne considère pas que les élections soient démocratiques. Je ne suis pas un utopiste. Je sais très bien que quand un Napoléon III organise des élections, évidemment, il sait qu'il a un peuple composé en très grande majorité de demeurés et de gens qui savent pas lire. C'est pas la question. Je pense que dans une démocratie moderne, nous devons au moins être au courant de ce que les gens proposent et de ce que les gens vont faire. Et que, du point de vue intellectuel, il y a aussi un problème de discours qui est le « en même temps » macronien. Et que ce « en même temps » macronien tue la possibilité d'une élection démocratique. Parce que le « en même temps » fait que tu ne sais pas pourquoi tu vas voter. Quand tu votes Chirac en 95, tu votes pour la sortie de Maastricht. Il t'entube 2 jours après. C'est le jeu. C'est la trahison de l'esprit de la démocratie.
Mais au moins, l'esprit de la démocratie, c'est que marqué sur le papier, il y avait marqué pourquoi tu votais. Avec Emmanuel Macron, tu peux voter pour des points antithétiques dans le même programme. Tu peux voter pour des points dans un programme qui ne sont pas des programmes. Je rappelle que dans le programme des dernières élections présidentielles, il y a dans le projet présidentiel, dans la promesse des trucs à mettre en place, l'humanisme, avec un point à la fin de cette phrase et aucun développement. Bon, voilà, ça peut vouloir tout dire. Tu votes pour l'extension des droits individuels, mais pour la déchéance des droits civiques des gens qui vont à des manifestations non autorisées. Tu votes pour une ouverture plus souple des frontières, mais plus de sanctions vis-à-vis des migrants illégaux comme légaux. Tu votes pour tout et son contraire en permanence dans le programme d'Emmanuel Macron. Tu votes pour plus de représentativité au gouvernement, mais plus de possibilités de recours pour bypasser le gouvernement. Bref, tu ne sais pas pourquoi tu votes. Et ça aussi, pour moi, ça fait que ça invalide notre caractère démocratique du point de vue électif. Et puis après, ça, on en rentrera, mais je vais laisser reposer une question. L'exercice du pouvoir dans notre pays n'est plus démocratique. Alors, je me suis amusé à essayer, je l'avais fait il y a longtemps dans une vidéo qui a été supprimée depuis, puisque c'était à la radio, et ça n'a pas fait beaucoup de vues. Je m'étais amusé à regarder tous les grands penseurs de la démocratie et puis à me dire, si on fait une fusion de tout ça, quels seraient les 10 critères majeurs qui permettent de définir qu'on s'oriente plutôt, qu'on passe plutôt d'une démocratie à une dictature. Quels sont les critères universellement admis parmi les penseurs de la démocratie, de l'Antiquité à nos jours, qui, si on fait la somme, se retrouvent à chaque fois, sont communs à tous pour déterminer qu'on tend vers un régime dictatorial. Alors, je vous laisse voir, dans votre esprit, si vous trouvez que ça colle au régime actuel. Premièrement, le commandement absolu de l'armée. Bon, constitutionnellement, c'est un fait en France, mais en ce moment, il aime bien qu'on le sache, qu'il est à la tête de l'armée. 2, la garantie et l'entretien par les pouvoirs de l'État de l'impunité policière. 3, une législation davantage effectuée par le président et par ses conseillers que par les élus de la nation. 4, une pratique de la censure et d'une forme de propagande d'État. 5, l'absence, le report ou la falsification d'élections, on vient d'en parler. 6, un narcissisme ou une cruauté, ça c'est chez Machiavel, spécifique du chef de l'État, doublé en règle générale d'un culte de la personnalité, faisant parfois appel à des qualificatifs relevant de la religion traditionnelle. Bonjour Jupiter. La supériorité permanente de l'émotion sur le droit dans le discours public. La limitation des libertés fondamentales et le vote récurrent de lois d'exception ou d'urgence, la limitation de l'enseignement falsifié ou la falsification de l'histoire, on pourrait revenir dessus, et un degré anormal de corruption et d'enrichissement personnel dans les premiers cercles du pouvoir. Y a-t-il besoin de développer? Rien dans l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron aujourd'hui ne permettrait, à part en créant des éléments de langage, de dire que nous sommes en démocratie. Et je pense réellement que je suis très triste de voir que les oppositions du Rassemblement national à la France insoumise n'osent jamais le dire, puisqu'il y a un problème, que cette fois-ci, nous sommes sortis du cadre démocratique. Nous ne sommes plus dans un cadre démocratique depuis très longtemps. Je crois dans l'inscription dans le droit commun, spécifiquement de la loi sur l'état d'urgence sécuritaire, qui vraiment sacralise tout ce que dit Carl Schmitt de la dictature. Parce que pour Carl Schmitt, la dictature, c'est quand l'exception devient la norme et devient la règle. Bon, c'est une loi qui fait que l'exception, c'est la règle. C'est écrit dans la règle. Là, on est dedans. Je rappelle que la nouvelle loi anti-séparatiste de Gérald Darmanin, sa première application concrète a été pour faire dissoudre, c'était là, il y a 15 jours, un groupe écolo radical, attention, qui cultivait des patates et autres fruits sans autorisation de la préfecture. Les recteurs des différentes grandes mosquées radicales doivent se marrer en France, réellement. Entre deux selfies avec le même Darmanin, en règle générale, quand il a un appart à leur vendre. Donc voilà, je pense que, alors les solutions, on pourrait tous en parler, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes, mais je pense que c'est un constat que nous partageons tous, parce que c'est votre constat à l'Action française, c'est que employer, on va dire, le mot d'anti-républicain ne vous fait pas peur, vous avez des exigences radicales en ce qui concerne la démocratie, une définition stricte, et pas non plus peur de définir des modèles de société qui ne s'y inscrivent pas, mais au moins nous savons tous reconnaître qu'Emmanuel Macron nous vend quelque chose dans lequel nous ne sommes pas. Et que réellement, j'aimerais que les oppositions, et pas seulement vous, aient le courage de le dire. Nous ne sommes pas en République, nous ne sommes pas en démocratie. Après, on pourra dire que c'est très bien. Je ne pense pas que la volonté de Charles Maurras eût été le macronisme.
Mais nous n'y sommes plus, il est vrai. Le parlementarisme, c'est mort. La démocratie et l'élection, c'est mort. Et le respect d'un certain nombre de libertés fondamentales, c'est mort. Après, je pense que vous aviez un autre modèle de société à proposer. Et peut-être d'autres questions. Ouais. C'est une question qui résonne un peu dans l'actualité des 5 c'est une question qui résonne un peu dans l'actualité depuis maintenant une dizaine d'années. Cette histoire d'assimilation, est-ce que vous y croyez encore? Et puis au regard de votre exemple familial, est-ce que vous pensez que c'est un modèle encore viable? Alors, le modèle de mon exemple familial, il serait un petit peu compliqué à prendre pour une simple et unique raison, c'est que mes 2 parents, je ne suis pas fils d'immigrés, je suis petit-fils d'immigrés, mes 2 parents sont nés en France, donc au niveau génétique, les 2 parents de mon père étaient arméniens, et les 2 parents de ma mère, français de souche. Donc au niveau génétique, je suis moite-moite, au niveau nationalité, je n'ai pas la binationalité, je ne place pas une autre ville qu'Erevan sur une carte, je ne parle pas l'arménien, mais je ne parle pas aussi l'arménien parce que mon père n'a donné à ma mère qu'une seule consigne d'éducation qui était il ira voir la communauté arménienne et apprendra l'arabe quand il aura 18 ans. Et le turc, et l'arménien, et le russe, a fortiori. Donc, je suis pas forcément un bon exemple de ça. Mais il me semble que beaucoup de gens avec lesquels nous avons des problèmes d'intégration aujourd'hui partagent également mon statut d'avoir 2 parents qui sont nés en France. Parce qu'il y a quand même un problème au niveau des vagues successives. Est-ce que je crois à l'assimilation? Je vais dire joker, je ne sais pas. En tout cas, si jamais je devais y croire, ça ne pourrait pas être plus qu'une croyance, parce que je n'ai pas de certitude. Je pense que nous avons atteint aujourd'hui, si vous voulez, une irrationalité dans les flux migratoires, une irrationalité dans la conception néolibérale que nous avons de la nécessité d'avoir des socles communs de culture, de terreau, etc., et puis des situations de précarité, de chômage, etc., font que et puis des conditions aussi d'extrémisme religieux, et puis aussi une culture générale qui exalte les différences, et puis une misère économique grandissante, et puis des insécurités liées quand même parfois à une forme d'immigration qui sont à des tels niveaux que, oui, à titre personnel, je pense déjà qu'il faudrait que nous divisions pendant une période nécessaire à une éventuelle intégration, au moins par 10 nos flux migratoires. Ça, c'est une réalité de fait. En fait, on prend les réfugiés de guerre et on s'arrête. Et éventuellement quelques étudiants talentueux. Et on range la boutique. Est-ce qu'après, elle est rangeable par des solutions qui sont celles du compromis, du socle commun et de l'imposition de règles générales? Je ne sais pas. Je ne sais pas si la volonté de certains de ne plus respecter ces règles générales nous permet encore de le faire. Mais par contre, il faut au moins essayer. Mais que nous avons effectivement dépassé peut-être un stade avec une volonté chevronnée de nos élites politiques que j'ai définitivement du mal à qualifier d'élite, de faire des choses qui sont irrationnelles. C'est-à-dire que c'est bien beau de nous avoir expliqué que le grand remplacement n'existait pas, mais Emmanuel Macron vient de dire on va prendre un village en Bretagne, on va remplacer 30% de sa population. Et qu'à un moment, il faut savoir, en fait, de quoi on nous parle. Parce que la définition du grand remplacement, il me semble que c'était un remplacement de population dans des proportions strictement délirantes, anormales, et reposant sur un volontarisme politique concret. Donc là, il te dit, c'est du volontarisme concret, c'est moi qui l'organise, et c'est, excusez-moi de le penser, mais toute personne constituée le penserait, 30% de remplacement en un week-end, ça s'appelle une proportion délirante, tant du point de vue quantitatif que du point de vue du temps. Donc, on en arrivera peut-être à cette conclusion assez drôle que j'ai vue sur des médias. J'ai vu l'autre jour, c'était il y a 3 mois, un journaliste qui est un mec, c'est de la bande Julien Pain et tout ça. Donc un mec qui a dit jusqu'au bout, le grand remplacement n'existe pas. Je dis pas que le grand remplacement existe, je dis qu'il y a une réalité derrière dont il faut parler. Je parle pas de la théorie de Renaud Camus, je parle de changements dans nos populations rapides, majeures et organisées. Pas spécifiquement de ce que dit Renaud Camus, surtout que la conclusion politique de Renaud Camus est quand même une conclusion politique de bourgeois qui est que le blanc doit crever et ne mérite pas de vivre. Bref, je disais ça parce que, je ne sais plus, attends,
Oui, j'ai vu un mec l'autre jour à la télé, donc un mec de toute cette bande-là, je l'ai pu, mais tu sais, pareil, le mec qu'ils interviewent tout le temps sur le racisme anti-blanc, le sociologue, là, absolument hallucinant, qu'on voit dans un reportage du service public sur 2, nous dire qu'il n'y avait pas de grand remplacement en France, et face à un reportage trop édifiant de BFM sur Stein, ou je sais pas, vraiment, il te dit non, il n'y a pas de grand remplacement, c'est une succession de petits remplacements. Et j'essaie de retrouver cet extrait sur BFM, le mec fait cette pirouette. Ça s'appelle un sketch de stand-up sur une scène entre des personnages. Tu vois, ça pourrait très bien être dans un sketch à personnage d'un mec qui dit cette phrase. Et il te dit, c'est pas un grand remplacement. Ah, parce que d'accord, le truc du remplaçant, ça veut dire que ça devait être partout, au même moment, dans les mêmes proportions. Oui, non, parce que déjà la Corse continuera à être très longtemps la Corse, donc du coup, il n'y aura pas de grand remplacement. Et la Bretagne, je pense aussi. Donc voilà, je crois qu'on vit dans une société qui nie les évidences. Je ne sais plus pourquoi on parlait précisément de ce sujet. Oui, l'intégration. De toute façon, je crois aussi à la nécessité de conserver un certain nombre de mythes politiques. Ça s'appelle pas de la naïveté politique, mais le discours antiraciste, par exemple, qui dit « nous devons revenir de l'universalisme républicain parce que l'universalisme républicain nous a menti, nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas frères », il va falloir arrêter de penser que c'est un modèle de société qui a commencé à exister le jour où on l'a mis sur les frontons des mairies. C'est un objectif théorique, sont des valeurs éventuellement partagées, mais ce n'est pas censé définir la réalité du politique du pays. D'autant plus pour les gens qui l'ont créé et qui sont des libéraux, donc qui croient à la politique du moindre mal. Non. Et de la même manière, je pense qu'il est important et je sais que c'est une différence que j'ai avec les identitaires, j'espère qu'on aura l'occasion de s'écharper intelligemment, pour certains. C'est pour ça que je ne comprends pas la stratégie Zemmour. Je ne vois pas ce que coûte, si tu veux, le fait de maintenir un discours d'intégration, de solidarité, de tolérance, de bienveillance, pour éviter de se taper des 7%, par exemple, et en contrepartie, d'affirmer ce avec quoi tout le monde est d'accord. Ceux qui respectent pas les règles doivent être durement sanctionnés. Hein? Vous dites qu'ils sont 1% en France? Je pense qu'ils sont un peu plus, mais c'est pas grave, parce que vous êtes d'accord avec moi. Les 1% de gens qui veulent vraiment pas s'intégrer n'ont rien à faire là. Très bien, vous allez pas me dire demain, s'ils sont 50%, du coup, il faut plus rien faire. Ça marche pas comme ça, vous êtes sur le principe. On verra les proportions demain, mais nous nous accordons sur des principes. Et là, nous faisons l'inverse, c'est-à-dire que nous avons soi-disant des principes très forts, très humanistes, très tolérants, mais nous n'appliquons pas les mesures individuelles des individus à l'encontre des individus qui ne jouent pas le jeu, et donc nous sabordons le modèle. Et parce que nous vivons dans une société qui a peur de stigmatiser au sens premier du terme, on préfère revenir sur un certain nombre de principes fondamentaux. Parce que nous avons peur de stigmatiser. Parce que oui, toute application intelligente d'un régime politique, et je dis ça aussi en tant que libéral, prévoit qu'on va régler les individus souvent un par un, qu'il y a des exceptions, et que, au contraire, faire des lois générales qui s'appliquent à tous parce que 3 ou 4 personnes foutent la merde, ça en est à arriver à des sociétés délirantes, au final, dans lesquelles nous sommes, des sociétés qui, par peur de stigmatiser, par peur de nommer, par peur de désigner, par peur de montrer des problèmes spécifiques, sont obligées de revenir sur leurs règles, de ne plus les appliquer ou d'appliquer des choses qui sont délirantes. Je vais donner un exemple, un reportage j'essaierai de retrouver, qui fera très probablement beaucoup rire, dont je me souviendrai toute ma vie, qui avait été fait par Canal+, je crois la semaine des attentats du Bataclan. Ou un truc similaire, peut-être moins grave, mais on a un gros fait de communautarisme islamique, donc il y a un problème de terrorisme, donc ils envoient un pigiste nous faire, je crois que le mec, il a 2 jours en immersion, et les mecs disent, faut pas d'amalgame, il faut que tu nous chopes un reportage sur l'intégrisme chrétien en France et catholique. Et le mec, on lui trouve une famille d'accueil au hasard, je sais pas si tu avais vu ce truc, le vendredi soir, et le dimanche matin, il doit être de retour à Canal parce que Yann Barthès l'attend dimanche soir. Et le pauvre garçon, le reportage est à pleurer de compassion pour le week-end horrible qu'a passé cet individu. Parce qu'il y en a de l'extrémisme chrétien, etc. Mais vu que les mecs découvrent aussi le sujet, ils l'envoient et disent, bah tiens, on va prendre un truc de Saint-Nicolas du Chardonnay, on va les foutre dans une famille là-dedans de cathos durs, et puis il va nous dire que c'est l'horreur. Et donc le mec arrête chez des gens polis, 8 enfants, le moins intelligent n'a qu'une classe d'avance, tout le monde parle français de façon extrêmement polie, tu vois, le mauvais matheux de la famille a 14 de moyenne.
Ils parlent tous le latin, le grec ou une langue additionnelle. Ils ont tous un projet de vie. Ils sont tous aidés par un membre de leur famille, leur mère au foyer, qui a pris du temps pour s'intéresser à leur futur projet professionnel pour leur donner une formation complémentaire. Ils sont tous habillés carrés et propres. Et donc le mec arrive au dîner de famille de ses 8 enfants, il y en a pas un qui se hurle dessus pour se placer le plat de faillot ou le plat de rôti de porc, et le mec a 48 heures pour t'expliquer que ça c'est l'horreur pour une mère de famille qui regarde, et qu'il faut pas que ce soit son avenir, parce que c'est vraiment l'enfer, tu vois, c'est horrible. Et il essaye tout le week-end de prouver que c'est une nuit en enfer, si tu veux. Et puis à un moment il y arrive, parce que c'est la messe, c'est dimanche, forcément les gosses vont à la messe, et puis à un moment, t'as le petit dernier, puis t'entends derrière une voix qui fait « Je veux pas mettre la cravate !» Et puis là, le père qui dit « Allez, Timothée, tu nous emmerdes pas, là, tu mets la cravate, on part dans 10 minutes. » Et là, la voix off qui coupe et qui fait « Une éducation stricte, c'est comme ça, chez les fondamentalistes. » Parce qu'en fait, il a obligé le gosse à mettre une cravate. Et qu'il n'a pas le droit d'être en retard à la messe. Et tout le truc, ils essayent de prouver, et ils le prennent, et tu vois, les 2 dernières heures sont en dépit, ils servent un petit verre de vin blanc, ils sont sur la terrasse, et il essaie de lui poser des questions en disant, allez, c'est maintenant, il me reste 2 heures, j'ai rien. Il lui dit, bon, le mariage gay. Et le mec, il est là, il te dit, ah, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis homosexuels, donc maintenant la loi est passée, il n'y a pas de problème pour moi, hein, je pourrais même être témoin, c'est pas, mais à titre personnel, je ne cautionne pas le mariage homosexuel dans un cadre religieux, parce que a fortiori, c'est contraire aux valeurs de ma religion, de ma foi, et donc même du point de vue civil, c'est pas un truc pour lequel j'aurais voté. J'ai plutôt manifesté contre, mais bon, maintenant que c'est fait, je me plie au jeu. C'est le maximum qu'ils ont de radicalité, il faut qu'ils fassent un truc avec ça, tu vois. Et c'est l'enfer, les mecs qui arrivent pas. Après, ils essayent. Dernière, balle perdue, il a plus qu'une balle, il tente un truc sur la Shoah, pas de bol, il est dedans. Il pleure, enfin bon, c'est l'enfer. Ils ont rien, et tu vois le plan final, je m'en souviens, il part dans ce grand couloir de HLM, comme ça, triste, avec sa petite valise du quotidien, et puis il marche dans la nuit pour essayer, il a le matin pour écrire un truc, parce que Yann Barthès, il lui faut des fachos à 18h. Et voilà, c'est toute une petite digression, mais ce reportage, j'essaierai de le trouver, vous l'envoyer, tu le feras tourner. C'était une pépite parce qu'ils sont heureux, quoi. Ils sont heureux, tout simplement, les gosses. Et on t'explique que ça, c'est l'intégrisme et qu'il le faut pas. Il faut pas que les gosses vivent dans ces, voilà, il faut pas. C'est pas possible. Juste, ça me fait penser à très récemment. Moi, j'ai vu des trucs de Jean-Luc Mélenchon. La violence est d'extrême droite, comme le prouve ce qui s'est passé à Stein. Et tous les médias en ont parlé, etc. Le maire qui disait j'ai peur pour ma vie, etc. Je suis allé voir la vidéo de l'Action française. Ils ont juste crié dans un micro et collé des stickers. Ouais, c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est possible, j'ai pas vu ce truc-là, mais oui, visiblement c'est ce qui s'est passé, oui. Et puis il y en a qui collent des banderoles et puis c'est un scandale. Mais quand t'as un conseiller du maire qui est obligé de se barrer parce qu'il est homosexuel et qu'on lui a dit les blancs on n'en veut pas, là il y a pas de violence. Alors attention, la violence est du côté de la droite uniquement la 2e fois. Je rappelle le théorème Jean-Luc Mélenchon, frapper une fois, ce n'est pas de la violence, c'est un dérapage. À partir de 2 fois, c'est la jurisprudence Adrien Quatennens. Faut pas oublier que la France Insoumise a le droit à un joker. On verra si Julien Bayou aussi là dans le deck, mais ils ont le droit à taper une fois sans être violent, puisque c'est ce que Mélenchon a dit avant-hier. Quatennens n'est pas violent, il ne l'a frappé qu'une fois, donc si. C'est l'argument d'une fois au chalet. Visiblement, pour les violences conjugales, ça marche. Est-ce que après c'est pareil pour le terrorisme? Est-ce que c'est pareil pour les passages à tabac? Est-ce que c'est pareil pour les ratonnades de PD? Je ne sais pas à quoi ça s'applique, mais certaines violences ne marchent qu'une fois. C'est à partir de la 2e fois que c'est pris en compte. Donc oui, non, mais là, ils en sont à des niveaux de désignation de violence les uns. Tu parles de Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui a relancé un procès contre un youtubeur. Je pense que voilà, c'est une certaine conception de la liberté de parole qui aujourd'hui concernant les violences et concernant la liberté d'expression, ça fait très longtemps je trouve que la France Insoumise ne se cache pas d'avoir un parti pris évident et que la liberté d'expression c'est essentiellement pour nous et pour les autres beaucoup moins. Je trouve qu'on voit mais c'est pas les seuls, hein, La République en marche aussi. Je suis curieux face au Rassemblement national qui défend souvent des grands principes, mais qui après, a ces petites phases aussi, parce que alors Marine Le Pen elle est pour la liberté individuelle, mais elle te dit quand même à une certaine époque qui est pas si lointaine que si on dit que le Front National et qu'on est un journaliste ou un youtubeur est d'extrême droite, on peut se taper un procès. Bon.
Donc tout le monde peut revenir en arrière. Mais il y a un problème spécifique, oui, en ce moment avec la FI, puisqu'il y a un côté perd la morale, quoi, qui fait qu'ils sautent sur les affaires. Donc du coup après ça se voit. Ça se voit. Mais oui, voilà, essentiellement ce que ça m'inspire. Ouais. Bon, salut. Salut. Ouais, je voulais poser une question moi qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'à la fois on a des dirigeants qui semblent être particulièrement compétents, tout ce qui est communication, des temps dans le fond aussi. Ils sont très forts, hein, ils ont des qualités, ils ont des compétences très ciblées et du coup aussi sur certains points une incompétence notoire. Puis là, on sent que la situation commence à glisser, voire à déraper. Et donc la question c'est et c'est une question qui s'est posée tout au long de ces 2-3 dernières années avec le Covid. C'est où commence l'incompétence, enfin, où l'incompétence est-elle voulue, et c'est la malveillance, en fait. Enfin, tu vois, moi, je défends le concept d'un État qui est profondément malveillant, et je pense que voilà, on est revenu sur la malveillance, quoi, sur un État, c'est-à-dire lighter, complètement vassal des États-Unis, etc. Et c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à passer, puisque la population veut à tout prix croire que l'État ne peut qu'être bienveillant. Parce qu'on vit encore dans une conception historique libérale pour lequel l'État est un outil au service des individus, alors qu'aujourd'hui nous sommes avec un État qui considère que l'individu est un outil au service de l'État, et ça change radicalement tout. Et nous vivons dans une époque où il y a des narratifs qui justifient ça comme une valeur positive chez les gens. C'est normal, c'est bien. Nous sommes, alors on te le passe sous toute une communication qui tourne autour de la solidarité. Soyons solidaires, soyons bienveillants, touchez dans votre truc, protégez mamie à dîner, enfin toujours un truc qui dit qu'on est solidaire. Non, c'est un justificatif de nous sommes des outils au service de l'État, et je pense qu'on va atteindre encore des niveaux d'indécence inouïe. Je pense que si on a une grosse vague Covid, l'État est prêt aujourd'hui pour oser demander aux malades en phase terminale de filer un coup de main aux urgences. Je pense qu'ils oseront. C'est l'étape ultime, il reste plus grand chose à proposer. Et oui, pardon, excuse-moi. Non, mais du coup, on arrive à quelque chose de totalitaire, c'est-à-dire que on y est, on est dans cette conception utilitariste. Mais la première partie de la question que tu posais, tu peux me la rappeler parce qu'elle me semblait justement. Sur la question, en fait, sur l'ambiguïté et sur la compétence. Alors, c'est toujours pareil. C'est la question. Moi, c'est toujours la théorie. Certains qui me suivent connaissent cette théorie. Je pense que le complotisme a quelque chose de sain, c'est que le complotisme nous sauve de l'irrationalité et de la contemplation nietzschéenne de l'abîme. C'est-à-dire que si on regarde ces gens et qu'on dit c'est factuellement ce qu'intellectuellement la France peut produire de mieux, vaut mieux se tirer une balle dans la tête. Donc, je préfère dire que ce sont des escrocs, qu'ils le font exprès et qu'ils servent des intérêts privés. Et je constate qu'ils servent ces intérêts privés plutôt bien, puisque comme le souligne intelligemment aussi Étienne Chouard, pour ceux qui les ont élus, ils font relativement du bon boulot, comme dirait Laurent Fabius à propos d'Al-Nosra. Ils font le boulot pour ceux qui les ont élus. Après, tu dis, ce sont des bons communicants, mais des mauvais autre chose. J'ai un doute sur le fait que ce soit des bons communicants. Je pense que si c'était des bons communicants, ils n'auraient pas besoin de McKinsey. C'est au contraire parce qu'on a un président psychopathe qui insulte les gens tous les 3 jours, qu'on a un quotient intellectuel moyen dans ce gouvernement qui est très bas, un certain nombre de gens qui n'y vont pas parce qu'ils savent que c'est un tel nid à escrocs qu'ils n'y survivront pas politiquement, et combler à ça le fait que cette Assemblée nationale est le règne de ce qu'on a appelé la société civile, c'est-à-dire des éditeurs de jeux vidéo et des gens interdits d'entreprise depuis 5 ans, des médecins corrompus, enfin des trucs sidérants. C'est très bien, médecin, mais c'est pas politicien. Même s'il y a... Attention, il en faut, mais tout en ayant un taux de représentation des classes populaires proche du néant, parce que sinon c'est pas drôle. Donc c'est le combo de tout ça qui fait qu'on a un gouvernement qui est vrai et nul. On est obligé, on peut reconnaître sans être complotiste qu'on peut produire intellectuellement mieux. Internet nous le prouve tous les jours, la télévision nous le prouve tous les jours, nos lectures nous le prouvent tous les jours. Même dans ce qu'ils ont de pire, quelque part, il y a des gens qui sont plus compétents pour mettre une économie néolibérale de merde que Bruno Le Maire. Bruno Le Maire n'a pas la marge de manœuvre de choisir s'il met des cols roulés ou non. Donc, à ce moment-là, il y aurait peut-être des gens, tu vois, des patrons du MEDEF qui taillent aller à fond, qui le feraient mieux. Enfin, on a des gens nuls dans tout.
On a des gens nuls pour être de droite, des gens nuls pour être de gauche. C'est ce que j'avais dit chez TVL. Même Gérald Darmanin, qui est censé être la droite dure du gouvernement, est incapable de le faire correctement. On a des émeutes au Stade de France, ils se trompent de buveurs de thé. Il y a des gens qui occupent un logement, une famille de barbus qui occupe un logement de façon frauduleuse, etc. Ah là là, il va les expulser, pas de bol. Eh ben non, c'est les mecs qui étaient des escrocs, qui avaient loué la maison, ils savaient que les types étaient là. Il veut trouver des tentes, il se prend des procès des suites de la CEDH. Il veut virer, quand il y a les agressions à Lyon, un migrant qu'il arrive à choper, pas de bol, c'est le seul mec dont les flics ont dit sur les 17 qu'il avait rien à voir dans l'histoire. Ça commence à devenir difficile. Le tout avec un background, on va dire, de participants, j'allais dire de collaborateurs intellectuels, mais il faudrait que vous arriviez à me montrer la qualité des articles de l'Action française dans sa jeunesse, parce que j'ose pas employer le mot d'intellectuel. Plus ces 3 références hebdomadaires qui sont contractuellement obligées dans son contrat de travail à son grand-père Moussa, ça devient très difficile pour lui d'arriver à avoir une politique identitaire de droite, sans compter également ses pulsions oedipiennes pour Marine Le Pen. Donc, il n'arrive pas à faire ce travail correctement. Donc, ils sont tous nuls, effectivement, et ils servent des intérêts qui sont au-dessus d'eux. Mais je pense que les intérêts qui sont au-dessus d'eux, alors à l'échelle française, ils servent bien, le président de machin, le chef de journal de ça, on arrive à glisser des billets, on arrive à faire bouffer les copains, Benalla a un 0,6, on ramène de la coke, on planque ça dans un coffre-fort, le greffe est malade, enfin bon, ça on le fait. Mais même quand il s'agit d'aider nos vrais administrateurs, ceux qui dirigent vraiment, on le fait très très mal. L'Union européenne se moque de la façon dont nous l'aidons. Joe Biden se rit de la façon dont l'État français est pris comme un guignol de seconde zone. Donc même pour les gens puissants, on n'arrive pas à faire les gâteries correctement. Excusez-moi l'expression. Et je trouve que c'est dramatique. C'est-à-dire que même dans la collaboration au niveau des grands, on le fait extrêmement mal. On a perdu un certain savoir-faire là-dessus en 70 ans. C'est vrai. 2 petites questions. La première, c'est à propos du web et de Clochepart, que vous avez entendu parler. Est-ce que vous pensez que ça va être inévitable comme l'aboutissement de notre système, ou est-ce qu'au contraire, c'est l'émanation radicale d'un système qui est en train de mourir? Et deuxièmement, la question, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau des partis politiques, de la société qui est tout homogène, or, une nation, ça vient d'être homogène pour avancer ensemble. Et aujourd'hui, sur quoi, moi je le dis, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un peuple français uni. Et on ne peut pas avancer s'il n'y a pas d'unité. Donc sur quoi on peut aussi fonder notre idée, parce que chacun cherche ses petites identités, mais qu'est-ce qui peut nous réunir et qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer en commun? Alors c'est plus vicieux que ça. Sur la première partie de la question, est-ce que ce sont les derniers soubresauts d'un empire néolibéral s'écroulant ou est-ce que c'est le modèle de demain? C'est l'histoire qui le décidera. Mais il est évident que pour nos élites, ce monde de Klaus Schwab est un modèle de remplacement, un modèle de prolongement d'un système qui n'existe plus et qu'on pourrait mettre en parallèle avec le marxisme, qui est lui-même une théorie de déplacement, de dépassement d'un système qui n'existe plus, mais dont il ne nie pas d'ailleurs l'apport au départ, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens de gauche. Il est évident que c'est en tout cas la volonté de nos dirigeants. Aussi sûrement que Macron traite de complotistes ceux qui parlent de grand remplacement, mais le met en place. Macron traite de complotistes ceux qui parlent du projet de Great Reset, mais nous dit pourtant, il y a 3 semaines de ça dans un discours officiel, que nous allons vers une grande bascule. Une psychanalyste assez réputée avait analysé, je crois sur les antennes de Sud Radio, à quel point il reprenait la dialectique, le discours de Klaus Schwab de A à Z. Macron adhère à cette philosophie de l'homme-objet nouveau, instrument de l'État tout-puissant. Il est prêt à refermer la parenthèse intellectuelle issue de la chute du mur de Berlin qui nous avait fait croire que nous étions, nous, individus, nous avions battu l'État totalitaire alors qu'en fait, nous sommes devenus ses outils à partir de ce jour-là et qu'aujourd'hui, ça se concrétise. C'est ce qu'il veut, Macron. Alors, il n'y a plus, effectivement, de socle commun qui permettent, il y a des socles communs qui permettent de rassembler les gens, mais uniquement dans le sens du pouvoir. Nous n'avons jamais connu d'époque quasiment où il y a eu en tout cas depuis très longtemps, en tout cas depuis la modernité,
de socle commun aussi fort qui devrait nous transcender. Mais pour aller vers quoi? Depuis 1919, ça faisait combien de temps que nous n'avions pas été autant tous en guerre, indépendamment de nos factions politiques, contre un virus, contre Poutine, contre une grande partie de la population, hein, le danger des gilets jaunes. Nous avons connu deux narratifs majeurs, Poutine et le Covid, en l'espace de 5 ans, 4 ans même, 3 ans même, qui sont censés nous mettre tous ensemble. Et puis celui de la planète, quelles que soient nos différences, tous ensemble pour manger des betteraves. C'est ce truc-là. Donc nous n'avons jamais autant dans l'histoire eu, premièrement, de cases qui ont été checkées, on pourra revenir là-dessus, pour justifier un climat révolutionnaire. C'est-à-dire depuis 1918, on n'a pas eu autant un climat révolutionnaire. Et en plus de ça, nous n'avons jamais eu autant de narratifs communs. Sauf que ces narratifs communs nous poussent à être du côté de ce pouvoir-là. C'est la grande question, ça. Sur quoi on va pouvoir faire socle? Alors, je crois qu'on a dépassé un stade dans la violence mimétique et dans les rapports de confrontation avec les individus qui fait que nous allons nous en dispenser. Je crois que ce ne sera pas le socle commun de la majorité, ce sera le socle commun d'une minorité de gens, exemple 1789, qui vont se permettre de mettre en place ce pot idéologique commun, qui vont se baser sur ça pour faire quelque chose. Mais la totalité du peuple n'a plus de trucs transcourants qui lui permettent de s'opposer intellectuellement au pouvoir en place. Alors, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Je crois que nous sommes dans une société tellement délirante, tellement folle, que nous en sommes revenus à quelque chose de très simple, qui n'est même plus une théorie politique, mais qui est la common decency. Cette base qui sert notamment aux libéraux à faire de la politique, c'est-à-dire ce bon sens commun, et que ce qui nous unit aujourd'hui, ce sont plus des valeurs, ce sont plus une religion, ce sont plus, c'est pour ça que je suis là, par rapport à vous, c'est qu'on est quand même tous d'accord sur ce constat qu'on a esquissé, alors t'étais pas là à ce moment-là, mais en première partie. Nous ne sommes plus en démocratie. Les élections sont truquées en France, l'exercice du pouvoir doit se chercher ailleurs. Et que cette certitude-là d'un mensonge global et d'un mensonge généralisé, c'est notre socle commun qui va nous permettre de pouvoir faire quelque chose. Mais je crois que ce socle de valeurs commun, ce sera pas un socle de valeurs, ce sera un groupement de gens qui ont une perception exacte de la réalité. Ça pose la question de savoir si, au vu de la situation actuelle, la solution ne viendra pas d'en haut, mais à la petite échelle, vers ce qu'on peut appeler une sorte de nouvelle féodalité, vous savez, comme un effondrement d'un empire commun, et que, alors je sais qu'il y a une opposition avec le candidat Tatiana Ventose dessus, assez forte sur la question de l'État, mais est-ce que à la fin, ça ne va pas être les personnes dites d'influence qui vont s'emparer de petites zones Ah ben c'est ça. Il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie de la fuite. Qui la connaissent, c'est de dire je pars à tel endroit parce que je veux vivre dans mes valeurs, indépendamment de vivre avec des gens qui sont comme moi du point de vue culturel. Et la solution de la fuite à l'étranger, on la jugera pas. Il y a la stratégie Astérix, c'est celle que tu mentionnes, c'est la stratégie de se retrouver entre nous à certains endroits, entre nous toujours pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Mais attaché à, si tu veux, à un certain nombre de valeurs qui sont toutes connes, vu qu'aujourd'hui, on peut annuler un référendum. Les gens qui pensent que c'est pas normal, ils sont quand même dans beaucoup de partis politiques et de courants politiques. Donc ça, c'est une autre stratégie. Mais quand tu fais cette stratégie-là, de repli vers la terre, qu'est-ce que tu trouves dans cette terre, sinon des valeurs de l'universel? Donc, c'est pas très grave en tant que tel que des gens, mais je pense que s'éloigner de la parisianité aujourd'hui avec encore, comme on le disait, un gouvernement et une folie qui est une folie parisienne réellement, et donc des grandes villes, des grandes métropoles, je pense que ça peut être, c'est pas nécessaire, mais pour des gens qui s'informent pas, c'est une obligation. Pour des gens qui veulent, pour qui c'est trop dur, ça devrait être une obligation de partir vers ces zones-là, parce que c'est là que se trouve justement cette common decency aussi, qui est que quand tu vois le monde réel, que tu vois le monde des cathédrales, le monde de la terre, et que tu vois le monde de Macron, cette différence, qui est le monde de l'écran, si tu veux, cet écart, cette épiphanie se fait plus facilement. Après, moi, je suis lucide là-dessus. Tu dis, il y a une différence avec Tatiana Ventose, oui, parce qu'elle pense que c'est l'État qui va tout régler. Moi, je n'oublie pas que c'est un Léviathan.
Mais je n'oublie pas aussi que les quelques succès qu'on a imputés au libéralisme, dont je suis totalement d'accord pour montrer qu'il s'est planté, ne se sont jamais faits comme le pensent les néolibéraux à la Macron lorsque l'on a été contre les racines et contre la tradition, mais à chaque fois que le libéralisme s'est appuyé sur une base culturelle, collective, des racines et des traditions antérieures. Et je pense que, oui, je pense que les gens qui vont le chercher ailleurs que dans la ville, on peut le trouver dans la ville, enfin on peut le trouver contre la ville, très dur chez Anne Hidalgo, mais ça aide fortement de le trouver ailleurs. Alors est-ce qu'après il y aura la question de la stratégie, bien sûr, c'est autre chose. Mais oui, on a une différence avec Tatiana, et cette différence, elle est pas que avec Tatiana. C'est pour ça qu'il faut pas personnaliser la relation. C'est qu'elle, c'est une étatiste robespierriste. Et moi, je suis plutôt libéral, c'est-à-dire que je crois, en fait, c'est quoi être, parce qu'il va pas falloir, justement, qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Parce que quand je suis libéral, les gens disent la religion des patrons. C'est-à-dire un certain nombre de choses avec lesquelles vous pourrez peut-être même être d'accord parfois ici. C'est que, 1, j'adhère à une anthropologie de l'individu. 2, j'adhère à une façon de régler les problèmes politiques. Et 3, j'adhère à une vision de qu'est-ce que la politique. Mon anthropologie de l'homme, elle me vient des premiers libéraux. C'est-à-dire des gens comme Pascal, des gens comme Hobbes, avec lesquels je suis en désaccord sur le fond, sur certaines choses, je vais expliquer sur quoi, mais qui partent, qui naissent, si tu veux, avec le début de la modernité. Modernité que beaucoup font naître au XVIe siècle avec l'humanisme. Moi, plutôt, et je suis de l'avis de Michéa là-dessus, au XVIIe, c'est-à-dire comme avec les guerres de religion. C'est-à-dire que c'est là que se retrouvent canalisées, si tu veux, toutes les tensions du XVe et du XVIe, et qui, à partir de ce moment-là, font qu'on se retrouve face à un traumatisme. Et de ce traumatisme, des gens comme Pascal ou comme Hobbes vont tirer la conclusion, pour Pascal, formulée ainsi, l'homme est incapable de bien et de vrai et de beau, et pour Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, cette conclusion que l'homme est incapable de produire le bien. Je suis chrétien, je n'irai pas là. J'ai plutôt une anthropologie girardienne, c'est-à-dire qui consiste à dire que l'homme est bon, mais condamné par des mécanismes anthropologiques, auxquels on pourra donner une dimension métaphysique si on le souhaite, condamné à faire le mal. Ça s'appelle la faute. Ça s'appelle la chute. Ça s'appelle la désignation de bouc émissaire, le sacrifice. Et que, quoi qu'il arrive, j'adhère à cette conclusion qu'on ne peut pas s'évertuer à essayer de faire régner tenir une société parce qu'il y a de meilleur en l'homme, particulièrement aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas. Ça n'arrivera pas. Donc, j'ai une anthropologie de l'homme qui a énormément de mal à faire communauté et que faire reposer ça sur, si tu veux, ce qu'il y a de meilleur en nous me paraît dangereusement utopiste. J'ai aussi une vision de la politique que j'hérite plutôt des deuxièmes libéraux, c'est-à-dire ceux des guillotines et de Constant, dont je rejette la politique, la façon dont ils l'ont fait et une grande partie des idées. Attention, mais que je crois, comme disait Dostoïevski, que ce sont les possédés qui font la politique. Au bout d'un moment, ultimement, ce sont vous et moi, ce sont les gens qui décident si on continue à se faire baiser ou pas, parce que la force est numéraire. Et puis, j'en conclus une façon de régler les problèmes, qui est que si on ne peut pas avoir une société, un individu parfait, on ne peut pas non plus rêver à ce qu'une société et un État parfait règlent tous les problèmes, parce que c'est précisément à chaque fois que l'on a essayé de mettre en place le règne du beau et du vrai et du bien absolu, que ça s'est le plus barré en vrille. Parce que comme Hobbes nous le rappelle, avec d'autres mots, mais c'est ce grand enseignement de cette pensée, c'est que ce n'est pas le mal qui est l'esprit du bien, à part en métaphysique, c'est le bien qui est l'esprit du bien. Ce n'est pas le mal qui est l'ennemi du bien, c'est le bien qui est l'ennemi du bien, et que même Hitler, le matin, devant sa glace, ce n'est pas un méchant Orangina ou un méchant Gargamel, se dit « je vais faire le mal parce que je suis le mal ». Il pense que ce qu'il fait est bien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est pourquoi je crois que nous devons aller vers des sociétés du moindre mal. Et que pour que ces sociétés tiennent, il faut ne pas avoir peur de désigner des responsables, des coupables, et pas des coupables dans l'absolu, mais de sanctionner et de discriminer des individus spécifiques. Voilà. Et c'est la différence qu'on a avec Tatiana. Mais paradoxalement à ça, je suis quelqu'un qui est conscient. J'intègre Hegel comme un penseur de libéralisme, comme certains auteurs le font d'ailleurs, tout autant qu'un penseur de l'État. J'ai conscience qu'il y a une nécessité de l'État, parce que l'homme a cette nature-là, mais il faut pas oublier ce qu'il est. Et je pense que l'État doit avoir un rôle dans un certain nombre de domaines régaliens extrêmement fort. Et là-dessus, je vais être très de gauche.
Et aujourd'hui, nous vivons l'inverse. On a un État qui va jusque dans les braguettes, qui te dit si tu dois être vacciné, si tu dois pas être vacciné, comment tu dois penser, comment tu dois être écolo, comment tu dois être anti-Poutine, quand tu dois être ceci. Il pense à tout. Tu dois pas être raciste, tu dois pas être ceci, tu dois manger 5 fruits et légumes et pas trop de barbecue. Mais qui, par contre, sur le régalien, vend les fleurons de l'industrie française à l'étranger. Moi, je suis précisément pour un modèle inverse à ça. C'est-à-dire avec une liberté de conscience des individus, où sont sanctionnés très durement ceux qui le traduisent par des faits criminels, mais paradoxalement à ça, un État qui assume son rôle de façon extrêmement présente et extrêmement forte. Et c'est pas du en même temps, c'est pas du macronisme, c'est du libéralisme qui n'est pas un néolibéralisme, qui ne pense pas que les choses s'arrangent toutes seules. Non, l'économie libérale ne peut tenir que si l'État est un arbitre qui empêche les situations de monopole. Si l'État ne fait que financer les monopoles, ça ne pourra jamais marcher. C'est normal. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un type, si tu veux, de solution. Après, les choses qu'il faut faire, je pense que c'est là où sur la common decency, on se retrouverait tous. On se retrouverait tous. Parce que je crois pas qu'il y ait une personne ici qui soit favorable à l'obligation vaccinale. Parce que je crois pas qu'il y ait une personne ici qui soit favorable au fait qu'on ait le droit de dire aux gens à quelle position ils doivent boire leur café. Je crois pas qu'il y ait des gens qui soient favorables aujourd'hui à ce que une grande partie des partis politiques français, par le jeu de la représentativité, soient exclus de la représentation nationale. Je pense pas qu'il y ait des gens qui soient ici favorables, peut-être je me trompe, à ce que le pouvoir exécutif ait le droit d'invalider un référendum. Tu vois, on peut être d'accord sur le 49.3, mais le référendum, c'est quand même compliqué. Je pense pas qu'il y ait de gens ici qui sont favorables au modèle européen tel qu'il est. Donc, encore une fois, on en revient à la common decency, si tu veux. C'est très ambigu, la common decency. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va nous rejoindre, qui est une conception de la justice. Puisque je crois sincèrement que la conception de la justice chez le Christ, c'est ce qu'il y a de plus proche de la conception de la justice chez les libéraux. C'est-à-dire que je crains énormément cette société, parce qu'elle revient à des mécanismes qui sont ceux de la société primitive, dont le Christ nous avait sortis. La société primitive, c'est quoi? C'est celle qui dit, puisque l'homme est un nous pour l'homme, donc là on va faire un peu de René Girard, comment est-ce qu'on fait pour rendre la civilisation et la vie possible? Parce qu'on a réussi. On désigne à intervalles réguliers des boucs émissaires, on fait un sacrifice de cet individu, on le désigne à la vindicte populaire, on lui éclate sa gueule ou on l'expulse, et ensuite tout le monde va bien. Aujourd'hui, les Russes, par exemple. Un pangolin, enfin, je veux dire, ils essaient de personnaliser comme ils peuvent, mais il y a des limites. Enfin non, les anti-vax, pour le coup. Et je crois que justement, le Christ, que cette faute, c'est ce qu'analyse René Girard, dans son livre qu'il appelle « Les choses cachées depuis la fondation du monde », c'est la faute originelle, celle qui font que nous réunissons toujours par cette violence, qui amène toujours au sacrifice primordial, ce sacrifice qu'on voit avec Abel et Caïn, ce sacrifice qu'on voit chez toutes les énormément de panthéons, où souvent d'ailleurs, ce sont des jumeaux. C'est intéressant de le noter. Et que le Christ nous sort de ça en disant « L'enfant n'héritera plus des fautes de ses parents. La loi du talion, c'est terminé. » C'est-à-dire que si je te juge, toi, je te juge en tant que toi. Je te juge pas en tant que blanche, je te juge pas en tant que rousse, je te juge pas en tant que femme, je te juge pas en tant que appartenant à tel... Je te juge, toi, maintenant, je me fous du reste. En fait, tu n'es pas descendante d'esclaves, tu n'es pas descendante de collabos, mais tu n'es pas descendant de résistants et tu n'es pas descendant de grands héros. Tu es toi, en fait. Et que ça aussi, c'est la conception de la justice chez les libéraux. Ce sont les deux grandes pensées qui ont dit on arrête de juger les gens pour les fautes de leurs parents. Et je vois aujourd'hui une gauche, une droite, mais moins, plus une gauche, et c'est étonnant, qui dit tu es un descendant de colons. Tu as peut-être pas de comportement raciste, mais tu es raciste parce que tu descends de racistes et que parce que ces gens-là ont tous des bacs plus 16 en psychanalyse, hein, bien évidemment, tu as incorporé des réflexes dominants. Tu es un dominant ou un dominé? Non. Non. C'est sûr parce que la pyramide, elle marche pas comme ça. C'est-à-dire, t'as un ordinateur pour suivre mes vidéos, il y a un petit chinois, il est pas content que t'en aies un, et un petit africain non plus. Donc, on arrête. Tu as une place dans l'échelle de domination, mais tout en bas de toi, il y aura toujours le petit somalien qui bouffe des galettes de bouse. Donc, tu n'es pas dominant, tu n'es pas dominé. Tu es toi. Tu n'es pas descendant de colon, tu n'es pas descendant de ceci, tu es toi. Et donc, j'ai une conception de la justice qui est très chrétienne, si vous préférez ça, et qui consiste et je crois qu'une de nos priorités, c'est qu'on arrête tous collectivement de céder à ces narratifs de désignation qui disent on vous juge comme,
On vous juge comme complotiste. C'est retenu maintenant par des tribunaux, le fait qu'on estime que vous êtes complotiste, donc c'est une situation aggravante. Mais non, c'est absurde, c'est ridicule. Qu'a fait cette personne? J'ai une conception de la justice très conne. Il y a un tarif, c'est marqué là, et puis en fonction de si c'est la première, la deuxième ou troisième fois, on peut même faire preuve de beaucoup de clémence. Mais on ne tient pas compte de critères extérieurs. C'est ridicule et c'est grotesque. Et je vois aujourd'hui qu'on vit dans une société qui revient à la société primitive, parce que il faut sacrifier un groupe de personnes, donc on va essayer de savoir quelle communauté va s'en sortir, et des gens qui n'ont rien fait se retrouvent amalgamés d'un côté ou de l'autre. Et je vois là-dedans quelque chose de très dangereux, auquel la pensée chrétienne avait proposé aussi une solution qui a été malheureusement abandonnée bien vite. Et je ne nie pas qu'il faut aussi parfois savoir mettre de l'eau dans son vin, puisque pour en revenir aux libéraux, historiquement, c'est ce qui fait quand même que l'opposant libéral d'Abraham Lincoln, quand il lui demande à l'époque est-ce qu'il faut mettre l'esclavage dans l'interdiction de l'esclavage dans la Constitution, lui dit moi j'ai jamais eu d'esclave, je veux pas qu'on en ait, j'en aurai jamais, mais c'est une position morale donc vous le mettez pas dans la Constitution. Ça peut donner des choses comme ça. C'est pour ça que les libéraux ont tout tenté pour faire interdire et que ne soit pas reconnu comme crime la notion de crime contre l'humanité. Que les gens soient condamnés à t'as tué 1 million de personnes, tu multiplies, tu fais l'addition, mais pas de crime contre l'humanité. C'est stupide, c'est absurde, ça n'existait pas avant, c'est une notion purement morale. Et moi, je serais plutôt de cette école-là, en fait. On prend, on dit combien ça fait. Je trouve que le système des Américains, dire ça fait 357 ans, ce sera 357 ans, n'est pas totalement con, en fait. Oui, c'était quand on parlait de procédé moral. On a quand même des libéraux qui sont en faveur des droits fondamentaux qui protègent l'individu. Oui. Or, ce sont des droits moraux. Oui, bien sûr que les choses sont. Il y a un premier libéralisme, il y a un deuxième libéralisme. Mais les libertés fondamentales, encore une fois, c'est justement parce que des fois, quand on pousse la logique intellectuelle libérale jusqu'au bout, on se retrouve avec des absurdités comme pour l'esclavage, qu'il faut aussi prendre conscience qu'il y a un package. Après, si toi, tu considères que c'est une position morale, parce que les libéraux disent surtout, par la bouche de Jean Stuart Mill, que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, est-ce que toi, le fait de penser quelque chose sans que ça ait de répercussions directement sur les autres, c'est quelque chose, si tu veux, qui, c'est comme la ceinture de sécurité, bon, c'est comme plein de choses, c'est de penser qu'un package de droits communs nuit à la collectivité, me semble délirant. On a tous plus à y gagner. Et nous préférons vivre au contraire dans une société néolibérale, c'est-à-dire qui, au lieu d'avoir des grands principes, de penser chaque exception intelligemment à côté de ces grands principes, fait exactement, encore une fois, l'inverse, juge au cas par cas, refuse toute forme de consensus commun, ou alors qui n'atteignent pas des propriétés d'abstraction complètement délirantes. Donc avoir des libertés fondamentales, c'est très bien, mais il faut être capable de penser le cas par cas. Et puis les libertés fondamentales, c'est pas les obligations fondamentales. Moi, ce que je dis, c'est que l'État, s'il n'y a pas de conséquences directes et graves pour la collectivité, n'a pas à t'interdire quoi que ce soit. Il n'a pas à te dire de fumer moins, il n'a pas à te dire de bouffer moins, il n'a pas à te dire de conduire avec une ceinture, il n'a pas à te dire de te faire vacciner. Alors moi, par exemple, la vaccination obligatoire, ok, pourquoi pas, si ça empêche la transmission. Ça n'empêche pas la transmission, oui, mais ça soigne. Ce n'est plus le propos. Si ça n'empêche pas la transmission, je m'en fous. Et me faites pas l'argument du oui, mais au final, les gens, ils sont obligés d'arriver à des abstractions du style. Du coup, les gens sont malades, donc du coup, ils sont aux urgences, donc les gens sont saturés, donc du coup, les gens meurent, donc du coup, il y a une conséquence. Non, les urgences sont saturées depuis 30 ans parce que vous avez une politique déplorable. Ce n'est pas la conséquence de ça. Donc, voilà, on peut avoir c'est toujours cette idée de la common decency. Essayer de trouver des choses qui sont logiques pour tout le monde. Et je suis assez sidéré aujourd'hui de voir le nombre de choses d'ailleurs qui sont partagées dans notre société par l'ensemble des courants politiques. Il y a de plus en plus de sondages comme ça, de valeurs partagées, qui normalement, au vu de ces courants, ne devraient pas forcément l'être. Mais je vois qu'au fur et à mesure, si tu veux que les traditions politiques s'alignent vers le centre, le bon sens, la bonne nouvelle au moins, c'est qu'on se met à développer une common decency un peu moins cloisonnée. C'est-à-dire que vu que le spectre politique va du PS à l'UMP et que tout le monde en fait pense à peu près la même chose, y compris dans des valeurs qui ne sont plus appliquées aujourd'hui, on a pris ce réflexe positif de se dire c'est pas mal de penser quand même relativement la même chose et que certaines idées qui n'étaient pas partagées par tous les spectres politiques se retrouvent, notamment la liberté individuelle et la droite française qui se débarrasse de son conservatisme qu'elle a très souvent eu pour défendre un peu plus des positions de liberté individuelle. Ce serait dommage si à ce moment-là, la gauche n'était pas en train de soutenir les pires islamistes de France et de revendiquer un droit très limité à la caricature et à la liberté d'expression. C'est dommage. On s'est pas rencontrés. Il y avait peut-être un week-end, on s'est loupé, on aurait pu faire quelque chose, mais voilà, parce que ça s'équilibre aussi.
J'avais une question par rapport à un des plus grands fournisseurs de contenu, à savoir Manuel Valls. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il va bien? Je sais pas. Vous n'avez pas? Il va mal. Je pense que Manuel, je pense que, allez, on l'aime pas, on va être d'accord, mais je pense qu'il n'y a pas que du mauvais chez Manuel Valls. Pour avoir d'ailleurs interrogé récemment dans une interview qui sortira Philippe Pasco, qui a été son ancien assistant parlementaire, et j'ai tendance à faire confiance à Philippe, il m'a lui-même confirmé le syndrome du site. C'est-à-dire de quelqu'un qui vraiment, dans ses jeunes années, était un homme débordant de convictions, parfaitement moralement juste, absolument incorruptible. Et que ça a été très progressif et qu'il était devenu la pire des racleurs, mais qui vient vraiment de quelqu'un d'engagé, de bon, de sincère, peut-être un peu utopiste, mais voilà. Donc, je pense que Manuel Valls ne doit pas être très fier de ce qu'il est devenu, et je pense que Manuel Valls ne doit pas être très fier de ce qu'il est devenu politiquement. Non, c'est un échec. Pour des gens qui sont habitués au confort économique, et il a toujours eu du confort économique indépendamment de ses politiques, il n'a même pas la satisfaction de se dire « oui, mais au moins je bouffe », parce que c'est pas grâce à ça qu'il bouffe. Donc, être le plus nul d'un truc que tu avais besoin de faire au départ par conviction, et qu'en plus de ça, tu peux plus faire autre chose, parce que c'est un pur fruit de la politique politicienne. Donc, pour lui, les recrutements dans des cabinets de conseil, dans des machins, dans des agences de com, il peut pas, c'est très compliqué, parce qu'il est compétent qu'en stratégie politique. Et en stratégie politique, à chaque fois qu'il en a tenté une, ça a été le pire scénario. Donc, il est inengageable. Résultat à ça, que je crois que sa vie sentimentale est très complexe, très motivée par l'argent et très peu basée sur la fidélité, je crois. Je crois que c'est très compliqué pour lui. J'aimerais pas être à sa place, hein. Alors attends, juste quand vous dites qu'on n'est plus en démocratie, il y a une rumeur qui commence à circuler que Macron pourrait être tenté de nous faire une poutine. C'est-à-dire que vu que la Constitution ne lui permet pas de faire un troisième mandat d'affilée, et que changer la Constitution en rajoutant juste maman a dit que je peux, ça serait un peu trop gros qui pourrait donc nous faire je fais un quinquennat de Bruno Le Maire et je reviens en sauveur triomphal. Comment ce serait? Ah, attends, il est gentil, il faut qu'on les lise, son Bruno Le Maire. Non mais il est gentil. À quel moment? Parce que je peux pas m'empêcher. Est-ce qu'il le ferait? Oui. Mais ça dépend qu'on dit les sondages. Parce que c'est ça aussi, on parlait au début justement de l'ensemble de ces choses qui font que pour moi le processus électif est corrompu en France et est devenu post-démocratique. Il y a aussi la façon dont nous avons détourné l'outil sondagier, qui au départ était fait pour prendre la température, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, 80% des sondages que tu vas voir à BFM TV, il y a des études qui le montrent, en fait émanent d'organismes qui veulent voir comment prendrait, et tu veux, une proposition éventuelle de loi du gouvernement sur la population. Donc on a quand même détourné un petit peu l'objet. Si ça peut passer, Macron le fera. Écoute, nous vivons. Oui, pourquoi ils avaient voulu faire passer la réforme des retraites dans un alinéa sur la loi de finances, la loi de la sécurité sociale, pardon. Bien sûr qu'il peut le faire, mais est-ce que ce n'aurait pas été peut-être le rêve secret de Hollande avec Emmanuel Macron, ça? C'est juste qu'il s'est planté. Parce qu'il a nommé un mec bon, entre guillemets. Non, je pense qu'il a voulu former plutôt un successeur. Mais nous mettre une sorte de truc d'intérim, oui, Emmanuel Macron pourrait le faire. Voilà. Mais Emmanuel Macron peut aussi faire un truc extrêmement simple. C'est passer le calendrier français du quinquennat au septennat. Puisque dans la loi française, tu n'as pas le droit à plus de 2 mandats successifs sous le même mode de scrutin et la même durée d'élection. Si tu passes en septennat, tu remets le calendrier à 0. Donc, il peut très bien faire un 2e quinquennat et réenchaîner sur 2 septennats. En réalité, il a le droit, par une réforme constitutionnelle, de faire ça. Mais il faudrait qu'il vote le retour au septennat. Que les gens votent pour lui et il pourrait enchaîner sur un 2e. Donc, ce qui nous donnerait 1, 7 et 7, 14, 24. 28. 28. C'est-à-dire des gens qui auraient connu Emmanuel Macron leur première année d'élection à 18 ans, qui auraient voté pour lui, qui auraient eu Emmanuel Macron dans l'urne jusqu'à leurs 42 ans. Voilà. Ce que je disais au début, hein, tiers-monde. Voilà. Mais surtout, quelle est la faisabilité d'une telle tactique quand on sait qu'en croisant les doigts, on finit le quinquennat Macron, on enchaîne sur un quinquennat...
au bout d'un moment, un octogénaire, ça meurt. Donc, quelle est la faisabilité? Enfin, s'il n'a plus d'électorat à la fin... il faut en convertir un, justement. Je pense qu'Emmanuel Macron, en ce moment, tout le montre, n'est absolument pas persuadé que ce soit un doigt dans le nez, un doigt dans le cul. Je pense qu'il a conscience pas du miracle, mais du caractère circonstanciel de sa réélection. Que sa stratégie a pris, mais qu'elle aurait pu large se planter. De diabolisation de Marine Le Pen en 2 temps, là, elle est très gentille au premier et elle devient Goebbels au deuxième, alors que c'était la maman à chat une semaine avant. Peut-être que Goebbels avait des chats, j'en sais rien. Donc il a conscience de ça. Il a pas oublié que les gilets jaunes étaient quand même à 200 mètres de l'hélico. Je rappelle qu'il a mis dans son programme une possibilité juridique de suspendre, qui n'a pas encore été concrétisée par une loi, mais qui pourra l'être en un clin d'œil, par décision du président, la possibilité de déchoir de ses droits civiques une personne participant à des manifestations illégales et interdites par la préfecture. Donc il est prêt à ça. Il a 2 lois d'état d'urgence dans le droit commun, sanitaire, sécuritaire, un conseil de défense sanitaire, un conseil de défense sécuritaire, la possibilité d'avoir le 49.3. Il a conscience que pour pas mal de personnes, l'outil démocratique n'est pas gagné. D'ailleurs, regarde, écoutez la radio en ce moment, c'est acté par tous les commentateurs, les macronistes ont l'impression de retrouver l'Assemblée nationale de 2017. À quelques exceptions près, ça se passe très bien. Il n'y a plus de rappel au règlement, il y a eu une embrouille il y a 10 jours, et ça fait 10 jours que tout le monde est gentil, et pourtant les lois ne passent pas. Il n'y a plus d'insultes, il y a du vrai débat, les gens sont d'accord pour discuter, et pourtant ça passe pas. Il a dans son camp de plus en plus de gens, ça passe pas non plus. Donc non, il a conscience de ce que c'est qu'une cohabitation, il le sait, il n'est pas bête. Il a conscience que le mensonge médiatique se voit de plus en plus, il se voit, c'est le fameux « ça commence à se voir », et qu'il y a de plus en plus, regarde les sondages de gens, la profession aujourd'hui qui arrive en numéro 2, vis-à-vis desquels les Européens ont le plus de méfiance, c'est la profession de journaliste. Numéro 1, c'est politicien. C'est pas le cas il y a quelques années, c'est pas les journalistes et les patrons. Les journalistes sont plus détestés que les patrons en France. Donc, c'est un fait. Je pense et puis il a conscience que on fait et on défait aussi des politiciens facilement, qu'on a fait tomber François Fillon pour un costard, qui tient pas les gens qui sont censés le défendre visiblement très bien, parce que toutes les affaires ont fuité. Keller, ça a fuité. Benalla a fuité. Les enregistrements de la police, ça a fuité. Darmanin, ça a fuité. Belloubet, ça a fuité. Enfin, il y en a 33, je vais pas toutes les faire de tête. Mais il y a quand même beaucoup de fuites pour quelqu'un, tu vois, il a conscience qu'il a sur les gens à qui il doit des services une mainmise qui n'est pas celle qu'avait un François Mitterrand, qui peut cacher une fille pendant toute sa vie. Tu vois, il peut pas cacher que Brigitte Macron a changé la moquette. Donc justement, encore une fois, et là c'est le... J'ai pris ça comme exemple, j'aurais pu prendre autre chose. Et là encore une fois, c'est l'ancien militant des Républicains qui parle, celui qui a fait les meetings de François Fillon et qui a cru jusqu'au bout, et qui a cru à François... vous n'aimez pas François Fillon ici ? Jusqu'au bout. Justement, qu'est-ce qui fait que Fillon a pu tomber pour un costard et que Macron a l'impression qu'on publie une vidéo de lui en train de manger des bébés 2 semaines après, c'est oublié? Parce que Macron est un mec qui a pas fait de politique avant maintenant. Fillon, oui. C'est-à-dire que Macron, c'est quelqu'un qui est arrivé en politique en ayant rendu des services à tout le monde. François Fillon, qui est arrivé candidat en ayant rendu des services à tout le monde. Et en ayant rendu des services, justement ce qu'on lui reproche, c'est quand il était ministre, il n'était pas ministre, il utilisait son agenda ministériel pour continuer à rendre ses services à des copains. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un homme qui a été dans les réseaux, c'est pas un homme qui a fait des élections, c'est pas un homme qui a été conseiller de futur président, c'est pas un homme qui a mis des coups de couteau à des adversaires politiques. Fillon, c'est un type qui arrive à la présidentielle avec 35 ans de magouille politicienne derrière lui. Donc, je pense que François Fillon avait des gens beaucoup plus gros qui voulaient le faire tomber. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, tu vois. Parce qu'on sait très bien que Fillon est tombé pour des magouilles qui datent du RPR de Jacques Chirac. Bon, à cette époque-là, Macron, il était en heure sup avec Brigitte. Donc, il était à l'école. Donc, il n'a pas une addition aussi lourde à payer. Peut-être maintenant, oui. Mais est-ce qu'il a été dans la campagne d'un mec pour le trahir une semaine avant pour partir chez l'autre? Est-ce qu'il a monté plusieurs partis, plusieurs formations politiques qui ont eu de l'influence? Est-ce qu'il a été cadre et dirigeant de parti? Est-ce qu'il s'est déjà occupé de la jeunesse de son mouvement et qu'il y a un numéro 2 qui devait passer, il l'a dégagé à cause d'une histoire de bonne femme? Il a pas eu une vie politique remplie de tous ces petits trucs qui font que des Macron peuvent tomber, que des Coquerel tombent aujourd'hui. Il paye ça, Coquerel.
Il paye le fait qu'il a changé 7 fois d'orientation politique dans sa vie. C'est ça qu'il paye. C'est pour ça que son secret, il peut pas le garder. C'est pour ça que Fillon peut pas garder son secret, c'est pour ça que beaucoup de gens gardent pas leur secret. Mais Macron est protégé par son manque d'expérience politique, politicienne. Ouais. Plutôt que Macron sert l'intérêt des patrons, des banques, c'est plus parce qu'il sert leur intérêt. Sarkozy le servait aussi. Et Sarkozy a quand même eu 7 affaires majeures au cul qui l'ont tout envoyé devant un tribunal quand même. Et il est toujours dedans. Ah non. Je pense que il y a un lien de congruence qui est que plus, tu vois, Mitterrand gardait mieux ses affaires que Chirac, qui gardait mieux ses affaires que Hollande, que Sarkozy, qui gardait mieux ses affaires que Hollande, paradoxalement. Moite-moite, non. Sarkozy avait quand même 7 affaires majeures au cul qui sont sorties de financement, de trucs, de bidules. Donc, il n'a pas réussi à se protéger. Macron en a 30. Mais déjà une, normalement, ça s'appelle un Watergate et ça dégage. Mais bon, là, visiblement, on est dans une autre époque. Je pense que, comme vous le dites, plus on est au service de ce grand patronat, plus il vous protège. Mais ça n'empêche pas, les gens, Fillon a servi toute sa vie, le grand patronat. Et pourtant, un jour, il a fait une magouille à un Chiracien dans une conflit de chapelle dans les années 90, et ben, il le paye. Il le paye, parce que là, pour ce cas spécifique, c'est ça. Mais Macron, il cumule pas grand-chose, en fait. Il est à la fois l'ami de ces gens-là, et en plus, il a pas de magouille politique qui vient de côté. Mais il est l'ami de ces gens-là dans une situation où déjà Macron n'est plus l'ami des patrons. Il est l'ami des grands patrons, maintenant. Parce que les petits patrons, ils ont des factures d'électricité qui augmentent par 20, il leur explique que c'est des cons, donc il tient sur l'élite des différents groupes politiques, Macron. Il tient pas sur une élite particulière par opposition aux autres. C'est pas un mec qui dit moi je tiens sur l'élite bourgeoise d'entreprise, donc j'emmerde l'élite médiatique. Il tient sur vraiment le gratin le plus élitiste de toutes ces micro-professions. C'est-à-dire que journalistiquement, il tient sur Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, Routel Krief. Au niveau du patronat, même dans le grand patronat français, regarde dans le nucléaire ce qu'ils pensent de lui. Non, c'est quelques personnes particulières. C'est quelques personnes particulières dans l'audiovisuel, BFM, etc. Mais les autres pensent le plus grand mal de lui. Donc il tient vraiment sur les 3-4 plus puissants qui contrôlent tous les pouvoirs de ces trucs-là. Mais même dans ces grands corps, il est assez peu aimé, Macron. Quand il parle aux journalistes, les journalistes le détestent. Les patrons la plupart des journalistes le détestent, la plupart des patrons le détestent, la plupart des gens le détestent. Pareil, dans le milieu de la santé, il est soutenu par quelques grands médecins de plateau, mais la majorité le déteste aussi. Donc il tient vraiment par les élites. Cette élite-là, celle qui avant était dans plein de corps et qui maintenant forme un noyau élitaire central qui dispatche après, avec les problèmes de congruence entre la couette et les plateaux télé qu'on connaît. Mais bon, là-dessus, on va pas empêcher les gens, mais ça te donne quand même des situations compliquées. Avec qui est Léa Salamé, tu vois, il y a des choses qui sont compliquées aussi médiatiquement, quoi. Alors, je suis désolé, ça va être la dernière question, c'est moi qui vais la poser. Justement, considérant tout ce que vous avez dit, c'est quand même un nombre réduit de personnes, même parmi le nombre réduit de personnes qui seraient normalement c'est plus fidèles supporters et quand même pas appréciés justement par grand monde. Est-ce que vous voyez un peu d'espoir? Vous avez parlé des gilets jaunes et même du fait que, enfin, on n'y croit pas forcément, mais ça peut toujours être un frein, qu'il y ait une opposition qui soit assez nombreuse au Parlement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir pacifique, pas pacifique Alors, j'ai toujours de l'espoir parce que je pense que dans une société qui nous pousse à ne plus penser, il est beaucoup plus probable que d'habitude que nous n'ayons pas pensé à tout. Et que nous n'ayons pas pensé à toutes les possibilités que nous avons de reprendre le pouvoir. Alors, si on essaye rapidement, c'est quoi le pouvoir? Là-dessus, je vais être malheureusement peut-être trop antifa pour le lieu, mais je crois vraiment à cette vision. S'il y a bien un point dans lequel ils ont raison, très souvent, et je lis pas mal de manuels c'est le seul truc que je lis maintenant des antifas, c'est les manuels de guérilla urbaine. C'est-à-dire qu'une reprise de pouvoir, et certains sont d'accord aussi ici, c'est surtout la reprise d'un espace géographique, d'un espace précis, concret, par les gens. Et je pense qu'il y en a 3. Il y a l'espace réel, tout d'abord. Donc ça passe par de plus en plus de gens qui reviennent à la terre, et puis de plus en plus de gens qui prennent la rue. Mais ça ne va pas suffire. Mais les facteurs sont au vert en ce qui concerne le nombre de gens dans la rue,
En tout cas, bon, il y a eu un problème de pangolin, mais ce qu'on a vécu avant était tellement exceptionnel que là-dessus, je ne me fais pas de doute que nous arriverons à maintenir à flux constant le nombre de gens nécessaires à un dérapage révolutionnaire. Donc cette base-là me semble assurée. En ce qui va concerner l'espace électoral, on est soumis à un problème. On est soumis à un problème multiple qu'on a élaboré, problème de scrutin, problème de plein de choses. J'avais déjà développé cette idée, je maintiens ma position. Je pense que le système électif français n'est absolument pas adapté à la notion de communauté moderne comme la société de l'information l'a mis en avant. Et je rappelle que aussi difficile soit-il, voire impossible, de passer le léviathan médiatique des élections présidentielles qui vous transforme même un candidat à 25 en candidat à 7 ou une candidate à 4 en candidate à 17, coucou Valérie, il y a des élections qui sont déterminantes et qui sont gagnables. Et si Macron en ce moment est en train de réduire considérablement les pouvoirs particuliers d'une catégorie de la population qui sont les maires, c'est parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, la force politique que représentent les millions de gilets jaunes qui sont dans la rue peuvent en fait contrôler 80% du territoire en normatif, c'est-à-dire en quantitatif. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y a des élections auxquelles personne n'a intérêt. L'élection présidentielle, entre BFM TV, entre le fric que t'auras pas, la fermeture de ton compte au dernier moment, la propagande médiatique, tu ne la gagneras pas. Tu peux rêver, tu peux voter Asselineau, mais tu ne la gagneras pas. Ce que tu peux gagner, par contre, c'est 80% des communes de France. Parce qu'aujourd'hui, il y a un taux de participation moyenne au municipal qui est de 15%. Parce qu'aujourd'hui, un arrondissement lyonnais, c'est 3000 personnes. Parce qu'aujourd'hui, Martine Aubry, elle dirige des gens et il y a 13 000 personnes qui ont choisi d'élire Martine Aubry. 13 000. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande ville de France en termes de vote, c'est Bordeaux, c'était Juppé, 64 000. C'est ridicule. Une ville comme Dijon, ça se gagne à 8 000 personnes. Con, hein, Dijon? Mais 8 000 personnes. Moi, j'avais fait le calcul avec ma commu, si tout le monde votait à des candidats présentés à ces élections-là, tu prends les 14 plus grosses premières villes de France, si tu te sépares de Marseille et de Paris, que tu acceptes de jouer le jeu. Mais tu as tout le reste. Et je crois sincèrement que la notion de communauté moderne, des youtubeurs très populaires comme des Squeezie, des gens qui sont pas popularisés, ont réussi à montrer que sur le plan médiatique, ils pouvaient être plus décisionnaires et contraindre Macron à faire des selfies et avoir plus d'impact sur le climat en faisant du jeu vidéo qu'Emmanuel Macron en gesticulant, qu'il pouvait avoir plus d'impact en communication sur les violences conjugales en faisant des selfies que Marlène Schiappa en gesticulant. Et en fait, la réalité, c'est que ça ne se limite pas à ce à quoi le gouvernement les autorise à participer dans des grands trucs progressifs et tous ensemble. Non, c'est que eux, par autocensure ou dépolitisation, ne se donnent que cette place-là dans le combat politique. Mais qu'à la seconde où ils disent, nous, c'est pas que la violence faite aux femmes, c'est pas que l'écologie, c'est pas que Stand Up for Ukraine où on fait mieux que vous, mais c'est les élections. Parce que demain, je suis Squeezie, j'ai 1 200 000 personnes, je mets 1 million de candidats, je mets des candidats Squeezie dans les 30 000 communes les plus nombreuses de France. Je te mets ma main sur facture simplement numérairement, il gagne entre 30 et 60 communes françaises parmi les communes majeures. Et que si on prend les communes mineures, à 1 500 000 abonnés, qui est à peine, je crois, la moitié du nombre de votants, il part avec 15 000 communes, Squeezie. Et on refait l'élection, et le système sera obligé de se poser la question. Mais je pense que les modes de communication modernes, pour l'instant, ont donné la possibilité à des gens, même comme moi, de diriger 8 ou 10 villes en France. C'est débile, c'est peut-être des petits bastions à la Camelote, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens qui font cette conquête du réel, donc ce qu'on appelait la conquête de l'espace, en se disant on accepte tous de vivre là en même temps, mais bien sûr c'est pas sous l'égide de quelqu'un qu'on a élu parce qu'on n'est pas de là. Et ben en fait ça pourrait être faisable et qu'une communauté de gens d'intérêt commun a les moyens, par le biais de l'organisation communautaire moderne, de concrètement gagner une élection. Parce que je rappelle que pour être votant à une élection, c'est soit d'habiter là, soit d'y avoir une boîte postale. Donc en plus, tu vas voter chez les autres. C'est génial, au cas où ça se barre en couille, tu subiras même pas les problèmes. Donc, il y a des gens comme Divisio qui ont montré que, bon là, moyennant finance, on pouvait lancer 1 million de procédures judiciaires en même temps parce que c'était la même qu'on dupliquait. Je peux te créer 1 million d'entreprises en France si j'ai envie. Il n'y a pas de texte de loi qui dise que c'est une obligation légale. Tu prends ta communauté, tu regardes combien il manque, 80 personnes là, je mets 80 personnes. Après, il faut que les gens se lèvent le matin pour aller voter. Mais je pense que ça pourrait être une motivation sans précédent pour ces gens-là. Donc oui, je pense que le mode de communication moderne de l'information donne des réponses
concrètes avec lesquelles l'État est en bras de fer aujourd'hui, concrètement, réellement, de façon légale, et qu'il n'est pas encore trop tard, parce que même dans le cadre après d'une résistance a posteriori, je dis pas qu'après tu fais ce que tu veux, parce que l'État centralisé français a beaucoup de pouvoir, trop de pouvoir à mon goût. Moi je suis pour justement ce duo État-commune. Pour moi l'intermédiaire c'est de la merde. Je pense que ça devrait être ça, c'est tout. Les préfets, c'est une horreur cette idée. Et je pense que réellement, ouais, mais qu'est-ce qui se passe demain s'il y a 15 000 communes de France qui disent on paye plus? Macron, il a gagné les élections, c'est super, c'est bien. Mais si Squeezie demain il contrôle 15 000 communes et qui dit on paye plus, qu'est-ce que tu fais? Et là j'en reviens à Carl Schmitt. C'est les fameuses rétentions contre l'Union européenne. Vous savez, dont on lui dit tout le temps, on va vous mettre une amende. Oui, j'ai 500 Charles Leclerc. Combien tu en as, Ursula von der Leyen? 0? Viens chez moi, je t'ouvre la porte. Tu as 3 rangées de rafales à passer, mais tu peux venir chercher le chèque. Nous ne donnons des pénalités à l'Europe que parce que nous le décidons. Point. Et je conclurai là-dessus. Le troisième espace, c'est l'espace médiatique. Et là aussi, je propose une stratégie. Cet espace médiatique, je pense que Macron, nous avons identifié tous. C'est un vieux projet que je voulais faire et je pense que je vais essayer là, avant la fin de l'année, de mettre en place. Donc moi, j'ai une mère qui a bossé à la télé. Je fais souvent des interventions à la radio. Je sais ce que c'est qu'une matinale du matin. J'en ai marre de voir Bruno Le Maire, parce que c'est pour ça qu'il est réélu et qu'il n'est pas dehors, Bruno Le Maire, qu'on lui fait confiance, Bruno Le Maire. C'est qu'il est du lundi au vendredi, tous les matins en matinale à la radio, et que tous les matins, les questions des gens, c'est êtes-vous pour la paix ou contre la guerre? Pensez-vous que ça va aller mieux? Allez-vous mettre une écharpe? Pourquoi? Parce que les questions sont triées. Et que quand quelqu'un arrive et pose une question qui n'était pas prévue, il est coupé. Il y a un standard. Bon, en moyenne, je sais que quand il y a Bruno Le Maire le matin, les audiences, c'est 8005. Tu es sur une moyenne toujours de 0,1% de gens qui sont prêts à avoir le courage de passer à une antenne publique sur ces gens-là. Donc, tu as 8 personnes qui appellent au standard. Donc, moi, j'envoie sur ma communauté. Demain, Bruno Le Maire, j'en veux 200. Mes probabilités ratio d'avoir une de mes personnes qui est prise pour poser la question en antenne est de 90%. Oui, mais monsieur le maire, on voudrait savoir pourquoi est-ce que votre femme, elle a été nommée là. Oh, mais c'est scandaleux, c'est complotiste. Deuxième question de... Oui, mais on va vous la reposer, la question. Et on va vous la reposer 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, et 6 fois. Et 1, les gens l'écouteront. 2, ça leur mettra dans la tête. 3, ils le verront, enfin, à la radio. Et surtout 3, au moins les politiciens seront obligés de quitter le monde du direct. Ça aussi, c'est les faire quitter une partie de l'espace médiatique et de faire du préenregistré, comme dans une vraie dictature africaine. Et là, on le saura. Et puis, c'est aussi reprendre certaines émissions. Cyril Hanouna a, sur beaucoup de points, et je vais en surprendre certains, fait un travail admirable. C'est beauf, c'est dégueulasse, c'est vulgaire. Et qui a donné le point de vue à des quelle émission d'une aussi grande envergure a donné le point de vue à des antivax? Lui. Quelle émission d'une aussi grande envergure a donné une parole aux Gilets jaunes? Lui. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'agora populaire. Alors, c'est sûr qu'on est plus du côté de Jérusalem que d'Athènes, comme dirait l'autre, mais c'est une agora populaire. Mais cette agora populaire, elle devrait être plus populaire. Regardez la puissance des happenings dans notre société. Les happenings véganes, les trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, un public, ça se remplit. T'as 50 personnes auditionnées, t'en envoies 200. Sur liste d'attente, t'es sûr que les 3/4 des gens, ils arrivent, ils se lèvent, ils prennent le micro, ils disent ce soir entre 18h et 22h, on t'aime beaucoup Cyril, mais c'est chez nous en fait. Et vu que lui en plus c'est un malin et qui veut profiter du buzz, il y a des émissions qui sont prenables. Mais je ne comprends pas. Et là, le mec, le Bruno Le Maire, on va prendre le micro et on part pas avant 2h, avant de t'avoir demandé, là c'est le papier qui embauche ta femme, là, c'est marqué là. C'est ton argent, donc comment on fait en fait? Parce que plus personne peut te couper. Donc je crois à une stratégie massive d'étendre ce que je fais à l'heure médiatique, c'est-à-dire de mettre les politiciens non pas devant leurs contradictions, mais devant leurs magouilles à des heures de grande écoute par des prises collectives qui ne nécessitent pas numérairement énormément de monde. Une communauté de 2000 personnes peut contrôler toutes les matinales d'information en France. Deuxièmement, l'espace électoral par la réflexion par des influenceurs sérieux et politisés de la possibilité qu'ils ont de conquérir par le biais des failles du système électoral des mairies en France. Et je crois aussi à la conquête de l'espace réel, en tout cas au maintien d'une quantité de population suffisamment nombreuse dans les manifestations pour permettre, parce que c'est toujours un dérapage, quand il y a un phénomène mimétique qui se met en place, qui est numérairement ce qu'il faut pour que l'armée ne tire pas, ou que l'armée ne tire pas assez, ou que Macron soit obligé de quitter le pays et comme il était à 2 doigts de le faire. Donc cumuler en fait ces 3 fronts-là, et puis derrière, vu que encore une fois les stratégies électorales ne se condamnent pas, si vous avez un candidat pour lequel vous voulez voter,
faites-le. Mais si vraiment vous pensez que dans la liste, on va dire, des choses qui permettraient aux gens une reconquête du politique, je crois que l'élection présidentielle arrive dans les dernières choses où en matière de temps investissement conséquence, vous avez le plus de retour sur investissement par rapport à ce que vous avez fait. En fait, l'élection de politique dans un monde postmoderne centriste généralisé ne vous apportera aucun changement. Ces changements n'émaneront que par des solutions alternatives. J'en ai esquissé quelques-unes. Si certains après veulent aller discuter de tout ça, boire des verres et proposer de s'organiser, ça ne demande pas des organisations monstrueuses. Pour conquérir les espaces de matinale, il faut 10 chargés de section motivés et 200 personnes qui acceptent de se lever à 6 heures du matin pour être prêts à 7. Et puis des fiches. Parce que c'est pas compliqué de poser la même question. Les mecs peuvent pas te baiser. Parce que si tu lui dis une fois au mec que l'heure c'est marqué, elle est là, la facture, il peut pas te répondre autrement que par de la novlangue, et tu forces, et tu forces, et tu forces, et tu forces les mecs à quitter les plateaux, à abandonner, à faire des coups d'éclat, à être obligés de se tirer. Comme des fois, certains politiciens comme Mélenchon ou autres arrivent à se faire tirer des gens en face. Ben, il faudrait que nous aussi on ait ce pouvoir. Parce que là on est tous les premiers à le faire, à les applaudir quand ils forcent une ministre à quitter un plateau. Et ben nous aussi on devrait le faire, et ça devrait être à chaque fois qu'ils ne puissent plus prendre cet espace. Reprenons la rue. C'est déjà fait. Je crois sincèrement que c'est déjà fait outre circonstances exceptionnelles. Reprenons maintenant les urnes, celles qui comptent, et reprenons l'espace médiatique. Parce qu'il y a trop de dichotomie entre le nombre que nous sommes et les sujets qui sont passés à la télévision et le traitement qu'ils ont et la façon dont sont interviewés les gens. Et comptons, je finirai là-dessus, sur ce qui est leur pire défaut, mais peut être notre pire qualité à tous ces journalistes. C'est leur servilité, l'envie de faire du buzz et d'être bien vu. Parce qu'encore une fois, Cyril Hanouna, tu défends à 200 sur son plateau. Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? J'appelle la sécurité, je coupe et je suis un gros cuck. Ou je fais l'événement politique mainstream le plus ouf qu'on ait vu ces 10 dernières années à la télé en donnant une libre antenne de 2 heures parce que c'est moi qui ai acheté le créneau. Et que je suis producteur, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Faut pas oublier la puissance de l'opportunisme. Elle a aidé en 40 à avoir beaucoup plus de soldats de la résistance et de la libération que ce qu'on veut bien penser. Et fallait pas jeter à la porte ceux qui ont aussi résisté par opportunisme, parce que il y en a qui ont collaboré, il y en a qui ont résisté aussi, et toute raison est bonne pour résister, et je pense qu'il y en a qui pourraient le faire. Voilà. Merci à vous. Bien sûr. Comme on est dans cette fondation française, avec le MAN, le fondateur, je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question à laquelle malheureusement il va falloir répondre rapidement. Celle du roi, qu'est-ce que vous pensez d'une solution monarchique pour la France? Est-ce que ça vous semble réaliste ou alors est-ce que c'est menté? Alors, réaliste sur le plan électoral, dans le cadre d'une élection classique, présidentielle, par les urnes, scrutin uninominal de toi avec ta mère, là, faire voter l'un ou plusieurs des descendants directs du roi de France à des élections, c'est impossible, à moins que ce mec ne le soit pas en sa qualité de descendant du roi, mais de cadre très important. Si demain, le numéro 2 du Rassemblement National ou des Républicains était le descendant direct, tu vois, de Charles X, peut-être qu'il aurait une chance, mais pas parce qu'il est descendant direct de Charles X. Ça, c'est une évidence. Donc, sur le plan électoral, ça me semble logique. Sur le plan personnel, je n'y serais absolument pas opposé, parce qu'il faut savoir déjà si on parle de monarchie absolue, alors là, moins, mais si on parle de monarchie parlementaire ou de monarchie avec des très forts contre-pouvoirs démocratiques, totalement. Et surtout, c'est la conclusion que je tire de tout ce que j'avais exposé aussi sur la pensée libérale, c'est que autant c'est le peuple qui fait la politique, autant ce sont les politiciens qui font le mal. C'est-à-dire que j'ai une méfiance inouïe envers ceux qui nous disent il faut changer le système, il faut changer les structures, il faut changer les rapports. Je crois qu'il faut changer, c'est vrai, mais le vrai problème, c'est pas que ce sont des libéraux, c'est pas que c'est des démocrates, des républicains, des gens de gauche et des gens de droite. Je crois que le vrai problème numéro 1 aujourd'hui, c'est que ce ne sont plus des gens intègres, des gens éthiques et que ce sont des traîtres à la nation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le premier critère auquel nous en sommes réduits, c'est que ce soit un roi, un homme de gauche ou un homme de droite, quel est son rapport à l'éthique et à la probité et à la nation. Données politiques très souvent sous-estimées par des politiciens. Mélenchon avait sous-estimé en 2017. C'est pour ça que je pense qu'il s'est rabattu bêtement sur une partie de son aile gauche woke. La capacité qu'avait, et je pense qu'il y en a au moins quelques-uns dans cette salle, l'électorat souverainiste traditionnel à dire un second tour Macron-Mélenchon, je voterai Mélenchon. Parce que c'est encore la France.
et qu'il avait sous-estimé ça. Parce que je pense que beaucoup de gens ont sous-estimé que la grille, pour beaucoup de gens aujourd'hui, la demande numéro 1, c'est des gens pas corrompus. Déjà. Et que je pense que des gens moins corrompus, c'est déjà un énorme critère, particulièrement à une heure où tous nos problèmes ne se règlent plus forcément par des solutions de gauche ou de droite. Elles se régleraient normalement par des solutions de common decency. Parce que même la gauche la plus tolérante, la plus antiraciste du monde que j'ai pu représenter à une époque, à aucun moment, tu te prends un mec qui a manifesté dans les associations antiracistes des années 80, va te dire un type inculpé 17 fois pour voie d'incitation à la violence et d'apologie du terrorisme, il n'y a pas de problème. En fait, ça n'existe pas. Normalement, gauche ou droite, les cas de gens qui nous posent des vrais problèmes, normalement, sont statués. Les gens qui militent, moins de gens dans les prisons, n'ont pas milité pour qu'un type puisse passer 15 fois devant le procureur, en fait. Là, si nous ne mettons pas les gens en prison, c'est pas parce que nous sommes de gauche, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Donc, faut arrêter de maquiller les narratifs après coup. Je pense que la majorité des problèmes auxquels nous sommes confrontés et du fait qu'on donne pas de solution, c'est pas parce qu'on est de gauche ou qu'on est de droite et qu'on se dit là-dessus on n'agit pas. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Donc ils vont te le maquiller avec un discours de tolérance. En fait, ils n'ont pas le choix. Comme un certain discours de droite dit, on va laisser les entreprises faire de la politique entre elles, enfin de l'économie entre elles et régler leurs différends commerciaux. Parce qu'on est des libéraux, on est de droite, on n'intervient pas. C'est faux. C'est parce que vous êtes rien du tout, que vous ne pouvez pas avoir d'influence sur ces élections, parce que Total et Esso, en fait, quand ils discutent autour d'une table, vous servez les cafés. Donc là aussi, c'est pas parce que vous êtes de droite, c'est parce que vous n'avez pas de poids. Donc vous n'êtes même pas invité. Donc voilà, c'est pour ça que je crois que ce serait possible. Si aujourd'hui, les gens qui sont en tête de file, et il y en a plusieurs, sont des gens qui ont, et c'est vrai que je pense que les gens qui sont à l'Action française sont des gens qui font partie des formations politiques les plus connues pour avoir l'intérêt collectif à cœur, plus que des gens comme Emmanuel Macron ou d'autres. Ça, c'est une certitude. Mais oui, ce serait possible. Qui sait aujourd'hui qui est en lice? Ils sont comment? Ils sont bien? Très bien. Très bien. Tous. Il y en a un qui est très très bien. Il y en a un, ouais, voilà, Voilà. Ouais, il y en a un. En tout cas, bien mieux que Macron. Ah oui, mais bon. Voilà, ça va pas être un critère, parce qu'à ce moment-là, hein, on peut voter Claire au petit, tu vois. Enfin, bah non, mais ça te rendrait triste. Mais non, mais on peut voter pour tout le monde. Si le critère c'est être mieux que Macron, ça pourrait pas. C'est d'ailleurs, et je conclurai là-dessus, tous les gens qui m'ont dit et qui m'ont reproché, hein, de dire que Marine Le Pen, que j'aurais soi-disant dépeinte en grande défenseuse du peuple. Je n'ai jamais fait ça. J'ai dit que Marine Le Pen était plus proche du peuple qu'Emmanuel Macron. Mais mon chat est plus proche du peuple qu'Emmanuel Macron. Tu vois, ma grand-mère pétainiste est plus proche du peuple qu'Emmanuel Macron. Le grand-père de Ursula von der Leyen est plus proche des gens qu'Emmanuel Macron. C'est pas possible en fait. Je crois qu'entre Pierre Laval et Emmanuel Macron, on commence à atteindre le moite-moite, mais c'est chaud. Donc non, ça peut pas être le critère. Mais ce sont des gens bien et mieux que la plupart de l'offre politique, mais je serais heureux de la découvrir. Après, je connais peu les propositions politiques derrière. Est-ce que c'est des républicains avec un casting différent ou il y a quelque chose de plus spécifique? Ce serait assez long à expliquer. Et j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être après, Peut-être après, effectivement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est moi qui vous remercie de...